J'ai vraiment le sentiment que de l'essence, l'huile coule dans mes veines. La chance d'avoir un mentor, en l'occurrence moi ça a été mon père, que depuis tout petit en fait, dans le garage, mon père avait accroché un volant. Pour eux c'était des chutes, pour moi c'était du métrage inespéré, et que j'ai vraiment eu une volonté de faire les choses bien, de faire des choses qualitatives. Moi je découvre ça pour la première fois. Le raidillon, tout ça. Le raidillon, enfin c'est les trucs qui te font rêver. On a mis vroom vroom sur la caisse de Sébastien Loeb. Déjà ça c'est lunaire. Ce qui est fou, ouais. C'est fou. Et là on se dit putain c'est un marketing de dingue. Et donc je me suis un peu égaré là. Tanguy, déjà merci de m'accueillir. Avec grand plaisir, Alexis. Merci pour ta dispo parce que c'est vrai que je t'en ai parlé il y a une semaine à peine. Ouais, c'est ça, de exact. cet épisode. Ouais. Je suis ravi de le faire avec toi, vraiment. Donc là, on change un peu de cadre parce qu'habituellement, c'est vrai qu'on est au box. Donc là, on est chez toi, dans le sud de la France. Dans le fief vroom vroom. C'est Exactement. ça, dans le fief, absolument. Ouais. Dans, Un temple, on peut aussi appeler ça. Ouais, c'est ça. quelque sorte. Ouais, il y a un petit côté religieux, c'est vrai. Il n'y a pas d'hôtel à proprement parler, mais ce serait effectivement ces livres, ces pièces de voiture, ces miniatures, des C'est badges. ça. C'est un peu tout ce qui m'inspire finalement. Toi et moi, on s'est rencontrés, je crois que c'était il y a 2 ans. Ouais, c'est possible. On s'était croisés dans les allées de Rétromobile. Ouais. C'était à Paris. Et alors, c'était de mémoire, je crois que vraiment c'était le hasard. On se baladait dans les. J'étais avec Julien de Classic Ouais. Car Club. Ouais, tout à fait. Et Un garçon que j'apprécie énormément. moi, je connaissais Vroom Vroom parce que j'avais déjà vu ton logo évidemment à travers Classic Car Club. Je l'avais aussi vu chez Classic Racing School. Ouais, tout à Qui sont fait. aussi des copains. Ils nous ont beaucoup aidé pour le début, pour se lancer. Ouais, Ouais, tout à fait. Julien, les deux Julien en fait, il y a que des Ouais, Julien. big up. Que des bons Julien. Grosse dédicace, Des Julien qu'on Julien. embrasse du coup. Ouais. Mais effectivement, on s'était croisés à ce moment-là. Je me souviens qu'on avait discuté vite fait. Et alors, je t'avais dit qu'en effet, moi, j'avais l'habitude d'aller souvent dans le sud par rapport à mon job. Mhm. Je crois qu'on a vraiment mis. C'est quand la dernière fois qu'on s'est vu? C'était il y a 1 mois et demi, un truc Ouais, comme c'est ça à peu près. Hein. On s'était raté une fois ou deux, je te contacte. Bon, là, on y arrive la dernière Ouais. fois. 2 fois d'affilée. Et en fait, première fois qu'on passe vraiment du temps ensemble, du coup, parce qu'à part quand on s'était croisés dans les allées, on n'avait jamais vraiment eu plus l'occasion. Non, que c'est ça vrai, de- c'était un peu sommaire. Hein. Et là, cette fois-là, c'est vrai que du coup, en fait, le prétexte c'était d'aller photographier tes autos. On avait été roulé, on avait passé vraiment une super soirée. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est vrai que c'était un très très bon moment. Et surtout, moi, ce que je retiens en fait de cette soirée qu'on a passée, c'est qu'en fait, je me suis vraiment dit, waouh, ok, en fait, ça y est, je comprends. Parce que ça m'a fait un peu rentrer dans ton univers. On a été voir les voitures en bas. Ouais. On a été voir. C'est vrai qu'on est juste au-dessus du garage de mon ouais, père. exactement. On le sait pas, mais en dessous, il y a pas mal de voitures anglaises. Ouais. Ouais. C'est là qu'en fait j'ai compris, parce que Vroom Vroom, effectivement, j'avais vu, je connaissais les produits, le petit logo, le volant qu'on voit sur ton t-shirt, sur ton bracelet, c'est beaucoup connu pour ça, effectivement. Donc tu m'as expliqué aussi un peu la genèse de la marque, comment t'en arrives à créer ça. Et moi, en fait, j'ai compris à quel point, du coup, Vroom Vroom, c'était pas juste une marque, c'était vraiment, tu m'excuses la subtilité de l'expression, mais je me suis vraiment dit, ouais, en fait, c'est vraiment l'essence de ta passion. Ouais. C'est un état d'esprit aussi. Ouais. Vraiment un état d'esprit. Déjà, tu peux te présenter, peut-être, ça peut être pas mal. Tanguy, Nicolini de mon nom de famille, mais souvent appelé Tanguy Vroom Vroom. C'est vrai que les gens appellent Tanguy Vroom Vroom ou Vroom Vroom. Ça me fait souvent sourire, mais c'est quelque chose auquel je suis très attaché finalement. C'est presque déjà un gros bout de ma vie, parce que j'ai pas encore tout à fait 40 ans. Mais Vroom Vroom, c'est la 11e année déjà. Donc c'est un pan de vie quand même, c'est un quart de ma vie. Alors pour la petite anecdote, c'est que j'étais beaucoup plus passionné enfant de sport de balle ou de ballon, surtout le rugby. J'ai pas honte de le dire, j'ai découvert relativement tard mon amour pour l'automobile, malgré un papa collectionneur de voitures anciennes. Mais c'est vraiment quand j'ai eu mon permis de conduire que j'ai eu ce déclic. Bon, j'avais toujours aimé les voitures anciennes, évidemment, parce que j'ai donc eu la chance de baigner un peu dedans depuis ma tendre enfance. Mais c'est vrai que le permis, cet esprit de liberté, ça a été le vrai déclic et le vrai début de mon amour pour l'automobile. Ça a concrétisé, tu penses? Ouais. Complètement, ouais. Deuxième anecdote, je l'ai passé relativement tard à cause de mes études. Ouais. J'avais quand même fait un bac+5, un master 2. Ouais, où j'ai pas mal en marketing management et en lancement de produits. Plutôt commerce. Ce qui m'a aussi complètement motivé pour me lancer aussi dans cette aventure Vroom Vroom. Et c'est vrai que j'ai passé mon permis à l'âge de 23 ans. Ah oui, effectivement. Ouais. Donc quand on réfléchit, Vroom Vroom 11 ans, et finalement j'ai mon permis que depuis l'âge de 23 ans, j'ai 39 ans. Ouais. Donc si tu fais le calcul rapidement, c'est même une grosse part de ma vie dès l'instant où donc je n'ai plus été piéton. T'as bien rattrapé le retard en tout cas. Ouais, j'ai fait beaucoup de kilomètres, un petit peu de piste, même si je suis toujours pas un bon pilote. Je dis toujours que je suis un bon conducteur, mais pas un bon pilote. Mais c'est vrai que maintenant, j'ai vraiment le sentiment que de l'essence, l'huile coule dans mes veines, ouais. Complètement. Ouais, ça se sent. Moi, vraiment, c'est ce que je me suis dit, tu vois. Et c'est en partant, tu vois, je draftais, je réfléchissais au truc et je me suis dit, en fait, c'est pas possible. Faut absolument qu'on fasse un épisode avec Tanguy parce que
Beaucoup de trucs à dire, je pense. Vraiment, le terme histoire, ça te correspond bien, je trouve, parce que tu as le côté passion, histoire avec un grand H. On va reparler avec tout ce que tu as Ouais, aussi. bien sûr. Mais tu as aussi, je trouve, une vraie belle histoire, du coup, avec un petit H à raconter par rapport à Vroom Vroom. Et moi, de ce que j'ai compris, tu vois, en passant ce moment avec toi, c'est que ça a commencé, tu parlais de ton père. Même si tu dis que ça s'est concrétisé avec le permis, il y avait déjà quelque chose, il y avait un vrai socle, parce que ton père, c'est pas juste les automobiles, c'est surtout tout ce qui touche au classique, à l'ancien, parce qu'il y a une activité, je crois, dans ton parcours un peu lié à la brocante, à l'antiquaire. Tout à fait. Ouais. Finalement, on est extrêmement lié aux vieilles choses. Pour reprendre un petit peu le passage sur mon père, mes parents sont normands, donc rien à voir avec le sud. Mais c'est intéressant d'insister sur ce point, c'est que mes parents n'avaient pas d'argent du tout. Et mon père a toujours aimé les autos depuis sa tendre enfance, puisque, encore une fois, en dessous, dans le garage, il n'y a pas que des voitures, il y a aussi un meuble rempli de catalogues et de presse automobile que mon père a récolté depuis l'âge de 8 ans. Et de quelle année ton père, pour donner Mon père est né en 51. Ouais, donc en 1958-59, il faisait déjà le tour des concessions. En plein dans l'âge d'or auto, quoi. En plus, ouais, pour faire du lèche-vitrine. Parfois donc avec la gentillesse des vendeurs, puisque c'était quand même une autre période, une autre époque. Les gens, par sympathie, lui faisaient faire des tours dans des Triumph TR4 ou dans des Mercedes Pagode, enfin ce genre de choses. Là, c'était un petit peu après pour la Pagode, mais en tout cas, c'est vrai qu'il a toujours eu un petit peu ce rêve autour de l'auto. Relativement pauvre, mes parents au départ, et mon père musicien en fait, qui a découvert réellement le monde de l'automobile en Angleterre. Ouais. Parce que finalement, en fait... un autre temple. Ouais, exactement. Et il pouvait prendre le ferry relativement facilement parce qu'il y avait le Havre Portsmouth. Et c'est vrai que c'est vraiment là-bas que l'amour pour l'automobile a explosé en voyant les MG, les Jaguar, les Aston Martin, quelques Lotus déjà, et des AC, enfin beaucoup des Mini, bien sûr. Ouais. Enfin, toutes ces marques qui aujourd'hui nous font rêver, quoi. Parce que ce garage... Alors certes, j'allais beaucoup plus jouer au ballon rond ou ovale quand j'étais petit, mais j'ai toujours vu prendre soin de ces voitures. J'ai toujours eu un énorme respect pour ces autos. Les autos qui sont en dessous, je les ai toujours connues. Donc j'ai un affect qui est colossal pour ces autos, plus encore que pour les miennes. Ouais. C'est-à-dire que s'il y avait le choix entre devoir conserver les siennes ou les miennes, la question se pose même pas, c'est les souvenirs que j'ai avec lui, puisque évidemment, il m'emmenait en balade ou à des rassemblements à l'époque de ces automobiles. Et c'est vrai que ce qui m'a marqué le plus, ça a été d'abord, j'ai eu l'amour de l'esthétique de la voiture. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment marqué, qui me marque encore aujourd'hui. Je pourrais jamais acheter une voiture aussi rapide soit-elle. Enfin, si je la trouve hideuse, c'est quelque chose que je peux pas. Ouais. Et c'est vrai que après, très, très vite, le bruit, les odeurs. Enfin, je veux dire, c'est vraiment des choses, c'est des parfums d'enfance et que je retrouve encore aujourd'hui, puisque j'ai la chance aussi d'avoir les miennes, ou encore de faire quelques tours dans les siennes. Mais c'est vraiment ce type de parfum en fait que j'ai dans mes souvenirs et qui reste encore présent dans ma mémoire. Mais bon, je me suis réveillé donc un peu plus tard, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Mieux vaut tard que jamais. Exactement. C'est vrai que là, toi, tu commences quand un petit peu ton activité? Parce que c'est vrai que très vite, là, tu es sur quelque chose. Donc, tu as fait des études de commerce. Ouais, j'ai fait mes études de commerce. Effectivement, tu as une marque. Ouais. Mais il y a eu un déclencheur un peu, tout ça, enfin, plusieurs sans doute. Ouais, c'est un peu la destinée aussi, quelque part, dans le sens où. Donc j'ai fait une école de commerce, donc 5 années d'études, dont une à l'étranger en Écosse. Mais c'est vrai que derrière ça, j'avais trouvé un job en Afrique du Sud. Donc en fait, j'étais prédestiné, je sais pas comment le dire, à partir. Je voulais surtout pas rester en France. Déjà à l'époque, en fait, j'avais cet amour pour le voyage et je comptais vraiment pas rester ici. Parce que le voyage ou parce que vraiment t'avais un attrait particulier pour l'Afrique du Sud Non, pas pour l'Afrique du Sud, mais parce que si j'avais choisi cette voie du commerce, c'est paradoxal aussi, ça. Il y a une dualité dans l'être humain. Et autant j'aime profondément mon pays, enfin, je suis extrêmement fier d'être français et c'est un pays que j'aime et que je chéris tous les jours. Mais c'est vrai que j'avais ce goût de l'aventure. Et quand on est jeune, je pense que c'est humain et c'est dans les gènes de certains, pas de tout le monde. Mais on a envie de partir un peu découvrir le monde et vraiment vivre une aventure personnelle. Et en l'occurrence, ça m'était arrivé. À la fin de mes études, j'avais fait un stage chez Blanc-Bleu, qui était un petit peu donc une marque dans l'univers marin, qui aujourd'hui a un petit peu disparu des radars, mais qui a été remplacé par Escale. Et finalement, à la fin de ce stage, il y avait une thèse. Et j'ai rencontré une personne, parce que c'est aussi des rencontres finalement.
Et donc cette dame avait énormément apprécié ma façon de travailler, mon côté, j'allais dire, social et avec une pointe d'humour malgré tout le respect. C'était une collègue, une responsable? Non, c'était une cliente. Une cliente. C'est une cliente qui voulait me débaucher en fait. Enfin, débaucher. J'étais Ouais. qu'en stage, Ouais. mais en tout cas, qui avait vu que j'avais un potentiel dans ce secteur. Et en fait, c'était extrêmement intéressant parce que c'est une dame d'Afrique du Sud. Il y a eu vraiment, j'allais dire, vraiment un atome crochu et qui m'a proposé tout de suite un job. J'avais même pas terminé mes études, finalement j'étais en cours. Et elle m'a dit, écoute, j'aime vraiment ce que tu fais, la façon dont tu présentes les choses, etc. On a un hôtel 5 étoiles et palace, donc à Cape Town. Et j'aimerais que tu dynamises un petit peu cet hôtel qui est un petit peu géré un petit peu à l'ancienne. Donc il fallait un peu dépoussiérer tout ça. Ça te faisait un peu changer de secteur parce que là, du coup, tu passais de blanc-bleu, rappelle-moi. Enfin, du coup, Oui, en termes c'était l'univers du vêtement, ouais. Ouais, ok. Ouais, c'était un virage à 90, voire 180 degrés. Ouais. J'allais dire, c'était un challenge que j'allais accepter vraiment volontiers. Donc, j'étais vraiment parti dans cette optique-là. Bon, les choses de la vie, et je peux en parler, maintenant, il y a plus aucun souci. Mais en fait, j'ai mon père qui a développé un cancer de la peau. Ok. Et en fait, ça a changé ma trajectoire de vie. Donc, en fait, j'ai décidé de ne pas partir parce que je voulais pas laisser mon père dans cet état, et surtout pas ma mère, parce que je connais un peu son tempérament, et je pense qu'elle aurait pas été rassurée d'être juste seule avec mon père. Donc j'ai dû annuler ce premier job de rêve, parce que c'était très bien payé, et c'était dans les meilleures conditions possibles. Mais je regrette absolument pas mon choix, et c'est ce qui fait que finalement je suis resté en France Ouais. toutes ces années, même si ça m'empêche pas de voyager. C'est là où on en vient. Mon père est antiquaire depuis 1973, donc là ça faisait quasiment plus de 50 ans qu'il travaillait sur le marché Place des Lys. Et finalement en fait j'ai décidé de le remplacer juste le temps d'un été, pour essayer d'être là auprès d'eux et pour pas laisser le business s'effondrer, quoi. Pour assurer pendant qu'il était malade. En gros, Exactement. Ok. Ouais. Donc ça c'est un truc où je me confie très très peu. Mhm. Donc là c'est pour toi Alexis, Ouais. et c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Et chance du débutant, je pense que je connaissais pas grand chose au métier, hein, même si je l'avais un petit peu accompagné quand j'étais plus jeune pour porter. Mais par contre, en termes de connaissances d'art ou de culture G, même, hein, enfin, même si j'étais pas mauvais, il faut quand même connaître l'histoire et beaucoup de choses. Il faut connaître son sujet. Parce Ouais, que là, exactement. t'es sûr Et au début, j'étais un petit peu à tâtons et c'était un petit peu freestyle, c'était un petit peu au bagou. Et je le pense sincèrement, il y a du culot aussi. Quand on est jeune, il faut vraiment, et ça je le dis pour tous les jeunes, il faut pas hésiter parce qu'on nous pardonne beaucoup de choses. Il faut pas se mettre de barrières. Je pense que j'étais très culotté avec certains clients. Et il y a aussi une part de chance. Il y a eu la chance du débutant, le côté un peu aussi candide. Et finalement, j'ai rempli ma mission et j'ai fait un super été, bien mieux que ce que j'aurais imaginé. Et mon père et ma mère étaient très fiers de moi, ouais, bien sûr. Donc Déjà, après, je me suis dit, c'est quand même un beau métier, j'avais bien gagné ma vie, il y avait quand même une notion de liberté aussi. Je suis pas enfermé dans une boutique. Je pars très tôt le matin, donc c'est sur le marché de Saint-Tropez, Place des Lys. Je déballe mon camion, je place tous mes objets, j'essaie de faire le meilleur display, le meilleur stand possible. Et puis derrière, advienne que pourra, quoi. Est-ce que tu peux parler peut-être, parce que je pense que ce métier, on dit plutôt brocante, antiquaire. Est-ce que déjà il y a une nuance? Parce Ouais, il y a que, une nuance, mais c'est plutôt brocante, toi, en ce qui te concerne. ouais, parce que j'ai pas la prétention de dire que je suis un antiquaire, parce que je trouve que j'ai pas encore assez de connaissances de cette culture. Et je trouve que l'Antiquité, ça revient à des choses peut-être aussi, j'allais dire à la fois plus profondes et plus anciennes. Ouais. Dans la racine, peut-être, c'est vrai que tu penses à antique. Exactement, ouais, bien sûr. Et en fait, le côté brocanteur, il y a un côté un petit peu, il y a un petit côté effronté aussi. Il y a un petit peu de, il y a la notion d'aventure aussi, parce que ce côté où on part quelque part chercher ce qu'on sait pas, marcher au coup de cœur aussi. Il faut de la connaissance. Parce que tu peux vite aussi te planter, hein. Tu peux aussi vraiment vite te planter. Tu peux aussi acheter un objet sans le connaître en voyant la façon dont il a été construit. Parce que là, tu parles du côté du job que beaucoup de gens connaissent moins. Ouais, Brocante, on pense à la côté, tu vas acheter, tu vas en brocante. Il y a un côté pucier. Tu vas au marché. Voilà. Mais c'est quoi ça? C'est quel pourcentage de ton activité de brocanteur, ça, finalement? C'est un métier très très complet et pas facile parce qu'il y a vraiment une partie. Alors, on s'est un peu éloigné de Vroom Vroom, mais il y a vraiment une partie chasse au trésor qui est extrêmement excitant pour un acheteur compulsif comme moi, on va pas se mentir. Donc il y a ce côté chasse au trésor, négociation aussi, il faut être plutôt bon. Donc c'est ce que je disais après, la connaissance ou alors du moins voir la qualité de fabrication de l'objet, parce qu'on peut aussi acheter un objet magnifique sans forcément le connaître, se fier à son instinct. Il y a aussi un côté instinctif, ça c'est aussi quelque chose que les jeunes doivent prendre en considération. L'instinct c'est très très important, alors parfois c'est faire des bêtises,
Mais souvent, ça permet aussi de réaliser des exploits. Il y a une partie auquel j'étais absolument pas à l'aise, c'est que j'étais vraiment pas doué de mes 10 doigts. Donc la partie restauration, qui était finalement la partie la plus inquiétante pour moi, parce qu'on achète parfois des objets qui ont un fort potentiel, mais qui sont pas dans un état parfait pour les mettre en vente. Et du coup, on est obligé de passer par la case restauration. Alors au début, bon, c'était bien sûr relativement pénible, mais et puis on peut quand même faire évidemment appel à des personnes extérieures. Soit des maroquiniers, soit des ébénistes, etc. Et j'en connais bien sûr quelques. Des spécialistes sur quelques trucs. Il faut chaque objet a un petit peu sa spécialité. Ouais. Et donc la fin, finalement, la vente, qui était ma partie préférée quand j'ai commencé, parce qu'il y a ce côté concrétisation, il y a quand même ce côté aussi, j'allais dire, social avec les gens. Et on va pas se mentir, il y a le côté aussi de la contribution, enfin de la rétribution, pardon, de quand même toucher l'argent, puisqu'à un moment donné, c'est quand même le nerf de la guerre, hein, surtout aujourd'hui. Mais paradoxalement, ce côté-là, donc la vente, qui était ma partie favorite, parce que je continue toujours en parallèle de Vroom Vroom, je dirais qu'aujourd'hui, elle s'est un peu plus effacée, et vraiment la partie achat et restauration, c'est vraiment ce qui me stimule le plus aujourd'hui. Ouais. Ça s'est complètement inversé. Ouais, c'est drôle. Et comment tu l'expliques du coup, en fait? Je vais peut-être être un peu dur, mais je pense qu'il y a un peu une lassitude au niveau de la vente. Parfois, il y a aussi un peu de déception aussi envers les gens. Moi, je suis quelqu'un qui va vers les gens, qui aime les gens. Peut-être trop facilement, certains me le reprochent parfois. Mais je pense que j'ai un cœur qui est vraiment grand ouvert. Et c'est vrai que à travers les années, on s'aperçoit qu'on a quand même des déceptions avec les gens. Et donc, je pense que je ne suis pas devenu aigri, hein, attention. Mais c'est vrai que du coup, je sais pas, je relativise beaucoup plus. Et surtout, je suis devenu un peu plus solitaire aussi, finalement. Ouais. Donc cette partie, ce côté achat-restauration, bon, dans l'achat, je l'ai beaucoup fait avec mon père, donc il y a quand même toujours un peu un garde-fou ou un mentor. Ce que tu disais, c'est important aussi. La chance d'avoir un mentor, et en l'occurrence, moi, ça a été mon père dans mes tout débuts, hein, quand il s'est remis de son problème de santé. Il va très bien aujourd'hui d'ailleurs. Ouais, il va très bien aujourd'hui, bien sûr. Non, c'est l'essentiel. Ouais, complètement. Et vraiment, la partie restauration où finalement, je bosse. Ça a un lien un petit peu avec l'automobile aussi, parce que je bosse au pied du garage. Donc en fait, j'ai une vue constante sur les autos. Et parfois, ça m'arrive même de prendre une pause et d'aller respirer un peu les odeurs d'huile ou de me mettre un peu au frais parce qu'il fait plus frais dans le garage durant l'été. Ouais, j'aime vraiment passer des heures et des heures au pied du garage à travailler sur une vieille malle, puisque ça, c'est ma spécialité. C'est ce que j'allais te demander, parce qu'en fait, là, tu vois, j'insiste sur le tout fil. Ça, parce que, effectivement, je sais qu'il y a un lien direct, effectivement, tu m'arrêtes, hein, mais entre Vroom Vroom et ton activité de brocante, parce qu'il y a une petite anecdote que tu vas raconter après. Mais ouais, cette histoire de malle, je te laisse reprendre parce qu'en effet, je trouve ça hyper... Les malles, c'est encore lié à mon père. Vous allez dire, il y a beaucoup de choses liées à mon père, mais ça s'est fait comme ça. T'as dit que c'était un mentor, donc c'est... Ouais, ça coule de source. Mais mon père a quand même aussi fait plein de petits boulots, hein, comme les jeunes peuvent faire pour gagner 3 ronds. Et en fait, il a eu la chance de porter les bagages sur le paquebot France, qui est devenu après le Norway, et puis après qui a été complètement, complètement démantelé. Ouais. Et en fait, mon père a eu la chance de porter les bagages du général de Gaulle, Salvador Dali, et d'artistes vraiment, extrêmement connus à l'époque, ou de politiciens, enfin tout ça. Et donc, il a commencé à voir les bagages sur ces paquebots. Et donc, c'est là où il a été très, très, malin, parce que à l'époque où il a commencé, il n'y avait même pas de marché, en fait, du bagage. Quand on vidait les maisons, quand les antiquaires vidaient les maisons, ils s'occupaient des tableaux, des sculptures, des lampes, des horloges, du mobilier. Et on oubliait tout le temps les malles, parce que les malles étaient dans le grenier, ou elles étaient dans la cave. Et elles servaient qu'à transporter, c'était un... Elles ont beaucoup servi à l'époque à transporter, et en fait, dans les années 70-80, on les prenait pas en considération comme éléments de déco. Donc en fait, elles ont beaucoup traîné donc, dans les caves et les greniers, à prendre l'humidité et le moisi. C'est pour ça que je parle beaucoup de restauration. Ouais. C'est extrêmement rare en fait que les malles soient en pleine santé, soient parfaitement, sans aucune trace de moisi. Et, il a quand même eu la chance de rencontrer son mentor à lui, Annette Agassi, qui était sur Paris, qui a été la première, ça a été une femme d'ailleurs, hein. C'était la première femme à vraiment, dégoter le marché de la malle ancienne. C'est elle qui a eu cette vista, ça a été la première personne. Et je dirais que mon père est la deuxième personne quand même. Mais il s'est beaucoup inspiré de cette femme parce qu'il avait vu ça donc, au Puce des Saint-Ouen à l'époque. Et ce qui est très très drôle aussi, petite anecdote qui va faire rire beaucoup de monde, c'est quand mon père a commencé à collecter le bagage,
Il n'y avait pas cette fame autour de Louis Vuitton du groupe LVMH aujourd'hui. Et quand il a commencé à acheter des malles Vuitton, il n'était même pas au courant que la marque perdurait toujours. Ok. Parce qu'il n'y avait pas toute cette publicité, il n'y avait pas tous ces magazines, ces réseaux sociaux, Ouais, etc. c'était pas comme aujourd'hui, c'était pas médiatisé. Voilà, c'était comme pas ça, médiatisé, comme donc ça en l'est. fait, ça peut paraître fou de dire ça, mais mon père, en achetant des malles anciennes, notamment des malles Louis Vuitton, ne savait pas que la marque existait toujours. Ouais. Ouais. C'est fou, enfin, c'était Ouais, hyper ouais. visionnaire en fait. Ouais, tu vois. complètement. D'un côté, c'était un coup de chance, t'en as parlé tout à l'heure, c'est vrai que là pour le coup, Ouais, beaucoup bien de sûr. chance, mais en même temps. Ouais. Mais je pense qu'il y a beaucoup de ça en fait dans une vie, dans une trajectoire. Ouais. Ouais. C'est quand même une notion intéressante parce que ça a été le début un peu de l'aventure Vroom Vroom aussi. Pour ceux qui ont lu donc l'article dans Auto Heroes, c'était il y a quelques années, c'était sur le numéro de Carroll Shelby. J'ai eu la chance d'avoir un article au moment où il y avait un hommage, une rétrospective pardon, sur Carroll Shelby. Et en fait, pour revenir à la malle, donc quand j'ai été lancé dans ce métier, j'ai eu la chance d'acheter une malle du côté de Fayence. Une malle qui avait appartenu, et ça je l'ai su plus tard, mais qui a appartenu à un photographe de presse d'époque. Mais en fait, dans l'ordre, on a acheté cette malle fermée à clé. Et c'est pour ça que je suis toujours très attaché à l'histoire. Donc avec mon père, on achète cette malle. Elle était bien lourde d'ailleurs, cette malle. Et, C'était vraiment. c'était un grand coffre, ouais. C'est ce qu'on appelle une malle courrier. C'est une malle qui fait à peu près 1m10 par 55 de haut, tu vois, ouais, et qui pesait 38 kilos, quelque chose comme ça. Ok. Donc on se doutait qu'il y avait certainement quelque chose dans la malle. Et donc on achète la malle à ces gens. Et puis on ouvre péniblement, hein, avec des clés, etc. On fait un peu ce qu'on peut. On arrive à ouvrir la malle, et là, la malle nous parle, puisqu'il y avait encore des étoiles, des écharpes, des crinolines, des robes, quelques photos. Et pourquoi j'insiste sur quelques photos, c'est qu'en fait, tout en dessous, je suis tombé sur 4-5 photos assez inédites, des photos relativement grandes, donc forcément d'un professionnel, puisque les photos amateurs, c'était souvent le format presque d'un Polaroid, c'était souvent des petites photos. Et là, en l'occurrence, j'ai eu un déclic en fait. Je me suis dit, ces photos, elles sont restées enfermées tellement longtemps dans cette malle, je me suis dit, mais il faut absolument que les gens les voient. Enfin, j'étais comme un fou à déjà les montrer à mon père, à ma mère, etc. Et puis du coup, c'était un petit peu la jeunesse de Vroom Vroom, c'est que je me suis dit, mais elles sont tellement géniales qu'il faut absolument que les gens les voient, et j'ai commencé à les printer sur t-shirt. Parce qu'à la base, ouais, c'était ça en fait. Tu vois, quand tu as voulu lancer ta marque, en fait, le premier produit, entre guillemets, Vroom Vroom, c'était ça en fait. C'était des prints de photos. C'était ces photos-là. C'était ces photos-là, ouais. Ok. Et comment ce déclic se fait? T'avais déjà ce projet en fait, ouais, c'est vrai. tuyaux. Ce que tu dis, c'est vrai, c'est que bon, j'ai toujours aimé la sape, le vêtement. Quand j'étais étudiant, j'ai toujours bossé aussi dans des skate shops, et des surf shops. J'ai toujours regardé les jeans, les t-shirts, etc. Et je m'étais rendu compte qu'il y avait un gros gap dans le milieu automobile. C'est que si on voulait quelque chose au début, il n'y avait même pas Hero 7, enfin toutes ces marques concurrentes, hein, je peux en parler. Mais du coup, en fait, si on voulait quelque chose, il fallait acheter. Il y avait pas tout ce marketing non plus. Il fallait acheter, j'allais dire, des vêtements chez Ferrari, des vêtements chez Porsche, etc. Et finalement, si j'avais envie de quelque chose, je sais pas, sur une 4 chevaux, sur une traction ou combien même sur une Lotus. Ouais, du spécialisé. Il n'y avait pas grand-chose, quoi. Ça a été un peu ces deux sommes-là qu'on fait que j'ai sorti ça sur t-shirt. Parce que j'avais déjà un petit peu cette idée de vouloir faire une marque sur l'automobile. Faire une marque de vêtements et accessoires sur l'automobile. Donc finalement, ça s'est jumelé. C'est encore une fois, je sais pas si on peut parler de destin, mais en tout cas, on nous fait des farces depuis là-haut parce que j'avais cette idée. Je commençais déjà un petit peu à me renseigner sur le textile, etc. Parce que c'est encore un domaine nouveau finalement. Ouais, à chaque fois, je tombe dans des domaines nouveaux parce qu'on ne peut pas s'improviser, j'allais dire, spécialiste du vêtement, du t-shirt, etc. Mais j'avais commencé à me renseigner avant de tomber sur cette malle. Et donc finalement, ça a été un double déclic finalement. Je me suis dit, là, faut y aller, quoi. Et vraiment, je me suis vraiment penché sur ces photos. Et en fait, ce qui a été très très important pour moi, ça a été déjà de recontacter les gens qui m'avaient vendu la malle, pour leur restituer les objets qu'il y avait dedans. Eux, ils avaient pas forcément, ils ont vendu ça, ils savaient qu'il y avait quelque chose. Ils savaient, mais bon, ils s'en préoccupaient pas plus que ça. J'arrive pas à l'ouvrir, donc bon, c'est que ça doit pas être important. Non, voilà. Et moi, j'ai insisté pour leur rendre. Et en fait, c'est assez drôle parce que du coup, je leur dis qu'il y avait des photos dedans et je leur demande si je peux les garder. Et ils me disent oui. Et en fait, sur le moment, je tilte pas et je raccroche en fait. Et en fait, je rappelle ces gens, donc tenace le mec, et donc en présentant mes excuses, parce que je voulais pas les déranger, et je leur dis, mais
Je suis désolé, mais ces photos-là, il faut que vous me racontiez, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'elles font là avec des robes, des étoiles, il y avait aucun sens à ça. Et en fait, ils m'expliquent que leur arrière-grand-oncle était donc photographe de presse d'époque. Et c'est là que le début de Vroom Vroom a vraiment commencé, puisque je me suis mis en relation avec ces gens-là directement. J'ai eu la chance de voir une grande partie de la collection, très très mal conservée aussi, toujours les histoires de greniers et de caves. Ouais. Et donc j'ai conclu un deal avec ces gens-là pour pouvoir utiliser les photos et les exploiter. Parce que tu as un sujet de droit, ça c'est vrai que c'est important. Ouais, il faut y penser aussi. Pour vendre quelque chose avec une image que tu n'as pas produit, entre guillemets, tu as évidemment un sujet de droit qui se pose. Ouais. Et là, toi, tu as fait les choses bien. J'ai fait les choses bien et en plus, c'était une personne décédée. Et donc, je me suis renseigné directement auprès de la famille. Donc, on a convenu d'un prix et d'un nombre de photos que je tiendrai secret, bien sûr. Mais en tout cas, ça a été vraiment le point de départ. Et c'est marrant que ça a été lié finalement, encore une fois, à l'Antiquité, à la malle, etc. Je sais pas, il y a un truc il y a du sens. Ouais, bah toujours ce truc de trajectoire en fait, parce qu'en fait ce qui t'a quand même attiré au début quand t'as vu ces photos, c'est qu'il y avait de l'auto déjà. Ouais, complètement. C'est drôle quand même. Ouais, bien sûr. C'est drôle qu'elle arrive entre mes mains cette malle. Ouais, et il y a une photo en particulier qui m'a marqué. Je t'en avais parlé très rapidement. Ouais, je veux bien que t'en parles. Celle-ci est, je crois que c'est encore plus celle-ci. Donc il y en avait 4 ou 5, il n'y en avait pas moins, pas plus. Mais c'est vrai qu'il y a une photo qui m'a vraiment marqué. Cette photo est géniale. On voit des adultes jouer avec des voitures miniatures. Et entre guillemets, le seul qui joue pas avec les miniatures, c'est un enfant. Et en fait, je me suis dit, mais c'est totalement ça, quoi. À l'heure actuelle, nous les adultes, on dit toujours qu'il y a que la taille et le prix du jouet qui changent. Mais c'est vrai que de voir cette photo, j'ai un peu bloqué dessus, hein, très, très, très sincèrement. Et de voir cette photo, je me suis dit, c'est quand même dingue, quoi. Je me dis, mais quel culot de la part des adultes de prendre tous les jouets des gosses. Ça devait être des voitures thermiques d'ailleurs, parce qu'elles ont quand même une taille assez conséquente. Ouais. Mais ouais, cette photo, c'est vraiment la première qui m'a marqué. Elle est très drôle, on la montrera, mais c'est vrai que moi, de mon souvenir, c'était les expressions que j'avais trouvées incroyables. Ouais. Tu vois les adultes, en effet, qui sont posés comme ça avec les voitures, prêtes à... Ils font une course, ils sont comme s'ils étaient partis à faire une course. Et le gamin qui regarde comme ça, mais en mode... Tu sais pas ce qu'ils se disent. Il pourrait se dire, mais c'est des voitures. Ou qu'est-ce qu'ils font, pourquoi eux. Ils sont immatures. Il y a un truc, il y a une espèce de jugement dans le regard du petit, et je trouve ça très, très représentatif de notre passion quand même. Je trouvais ça important de parler de ça, parce que ça a été vraiment le point de départ de Vroom Vroom. Que les gens nous connaissent vraiment beaucoup pour nos bracelets. Mais c'est vrai que sans avoir le talent d'un photographe, j'ai un énorme respect, surtout pour les choses que je sais pas faire, justement. Que ce soit peindre, dessiner, chanter ou prendre une photo. Ça peut paraître simple, mais effectivement, et tu le sais Alexis, il y a une question de lumière, une question de beaucoup de choses que je ne sais pas, et une question d'angle, bien sûr. Ouais. Et en fait, je pense pas avoir la capacité pour les prendre, même si je me suis peut-être pas suffisamment penché dessus. Mais en tout cas, j'ai un œil artistique. Je sais reconnaître quand la photo est réussie ou pas. Et c'est comme ça en fait que j'ai fait mon choix dans ce stock de photos de ce défunt photographe de presse qui avait fait pas mal de Coupes des Alpes, j'allais dire aller jusqu'au Grand Prix d'Argentine, qui a, je pense, couvert les plus belles périodes, quasiment les plus belles périodes, fin 50 jusqu'à milieu 70. Il y a eu le Grand Prix d'Argentine, il y a des photos du Mans, il y a la Coupe des Alpes, il y a aussi quelques photos, j'allais dire même de rallye un petit peu locaux. Il y a le Critérium Paris-Saint-Raphaël. Ouais. Il y a une très belle affiche que tu m'as offert. Exact. Une mini d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Critérium féminin. Conduite par exactement, rallye féminin. Je suis très très attaché aussi à ça parce que c'était certainement aussi une époque pas forcément facile pour les femmes. Et c'est vrai que celle qui arrivait à s'imposer, chapeau bas quoi, vraiment chapeau bas. Et donc c'est vrai qu'il a couvert vraiment des courses vraiment très très intéressantes, énormément de courses. Surtout des trucs que personne n'a vu, toutes ces photos-là. Personne n'a pu les voir. En fait, ce qui m'intéressait, et c'est un peu le pied de nez, parce que moi je suis dans une génération, je suis né en 86, et je suis dans une génération d'entre-deux en fait. C'est pour ça, là on voit beaucoup de livres, je suis très très attaché aux livres, au papier, à l'odeur, à la source aussi, il y a un côté source. Parce que sur Internet, on peut tout trouver, mais on peut aussi ne rien trouver. Dans le sens où des fois l'information se perd ou est erronée aussi. Tu peux être désinformé. Parfois. Bien sûr, il y a beaucoup de bonnes choses, mais parfois, il y a certaines choses où on n'ira jamais dans le détail. Malgré que ce soit écrit dans les bouquins, certaines informations n'ont pas été retranscrites sur Internet. Je continue de le penser, parce que je sais quelques petites anecdotes sur Lotus. Je m'égare un petit peu, mais c'est vrai que
c'est vrai que les livres, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ouais. Mais alors du coup, ouais, pour rentrer plus dans le détail de la marque du coup, parce qu'il y a un nom, il y a ce volant, tu vois, à partir de cette malle, à partir de ces photos. Bien sûr, il fallait trouver tout un univers. C'est quoi le cheminement, tu vois, justement? Le cheminement, il est un peu loufoque parce que c'est encore pas trop dans le bon sens. C'est que depuis tout petit, en fait, dans le garage, mon père avait accroché un volant de compétition que j'ai laissé à Cabas. En fait, ce volant, pour moi, bon déjà, c'est un objet. C'est un objet par excellence. J'ai même l'impression, quand j'étais petit, j'ai l'impression que c'était un objet de luxe. Le côté aluminium poli, le bois, la forme. J'avais déjà compris que c'était quelque chose de sensuel, finalement. Avant même de comprendre que ça servait, il y a aussi ce côté aussi de contrôle de la voiture, de la direction de la voiture. Le volant, ça a beaucoup, beaucoup de signification pour moi. J'en ai jamais trop parlé aussi, mais c'est vrai qu'il y a une notion de contrôle, ou pas d'ailleurs, hein, c'est un choix. Et c'est vrai qu'il y a vraiment cette sensualité aussi dans le toucher. J'arrive pas à avoir des volants épais par exemple dans les mains, c'est quelque chose que j'arrive pas. Je sais que j'ai des amis qui conduisent avec des gants. Moi, je ne peux pas conduire avec des gants. J'ai l'impression que ça filtre mes sensations. Et il faut absolument que j'ai le bois dans le creux de mes mains. Et en fait, pourquoi le volant de Vroom Vroom? C'est que mon père l'a offert pour mes 18 ans. Donc 18 ans, c'est un âge important pour un homme, pour une femme aussi, bien sûr. Mais ça a été un cadeau parce que je ne m'y attendais pas. Il savait que je fixais souvent ce volant. Et mon père est quelqu'un d'aimant et d'attentionné. Et je n'ai jamais réclamé ou quoi que ce soit. Et je pense que c'est venu de lui. Donc là, ça remonte bien avant Vroom Vroom. Et finalement, quand il y a eu Vroom Vroom, alors j'avais pas le nom. Donc ça, c'est encore un autre débat. Mais j'avais déjà l'idée du volant. Je trouvais que... Ça avait une vraie symbolique pour toi, en fait. Ouais, complètement. Il y avait donc ce cadeau de mes 18 ans, qui est quand même un truc fort. Parce que je crois il faut que tu racontes comment ça s'est passé. Je crois que en plus, c'était le hasard. Genre, il le décroche, il te le donne, je crois. Ah oui, complètement. Toi, tu l'as toujours vu, en plus, ce truc, c'est important de le Il a toujours été dans le garage en bas. Ouais. Et puis, tu l'as toujours vu. Oui, il y a un côté inaccessible. Extrêmement haut. J'étais petit. J'ai jamais cherché à le toucher ou à le décrocher aussi, parce que je pense que j'avais aussi la notion de respect. Je parle souvent de temple. Un garage, pour moi, c'est un temple sacré. Et ça peut paraître fou, mais je sais que tous les objets, les bidons d'huile, les plaques émaillées, etc. Pourtant, quand on est enfant, on touche à tout. Et quand je rentrais dans ce temple, je touchais à rien. Pas parce qu'il allait me disputer ou j'avais la peur, j'allais dire paternelle, etc. C'est parce que j'étais impressionné. Je suis ému quand j'en parle. Parce que c'est vrai que je voyais tous ces objets et il y avait de la poussière qui tombait dessus. Ils n'étaient pas forcément droits, etc. Mais jamais un bidon qui était de travers, je l'aurais mis droit, tu vois, par exemple. Ouais. J'aurais jamais osé faire ça, tu vois. C'était vraiment inconcevable pour moi. Et c'est vrai que ce volant qui était effectivement inaccessible par rapport à ma taille, je le regardais. Bon, à 18 ans, j'étais déjà plus grand. Mais encore une fois, même si j'étais à sa hauteur, je l'aurais pas décroché. Et un jour, il me dit, bah, viens, on va dans le garage. Je m'attends à absolument rien. Et il fait ce geste. Et il y a un côté aussi transmission. Il y a ce côté transmission en disant mon objet, enfin quelque chose que j'ai acheté et qui a toujours trôné dans mon garage, t'appartient maintenant mon fils. Donc il y a vraiment aussi ce côté père-fils. Il y a la filiation, il y a la transmission, il y a une notion de respect, il y a une notion d'estime. J'ai beaucoup de chance. C'est sûr que je dis toujours, je suis pas né avec une cuillère en or dans la bouche parce que j'ai beaucoup travaillé, j'ai jamais eu d'argent de poche, j'ai jamais manqué de rien non plus. Mais je dis toujours en rigolant, j'ai une cuillère en argent ou en bronze. Mais elle n'était pas en or, mais elle était quand même en argent en bronze, déjà d'avoir mes parents. Ça permet en tout cas d'avoir vraiment deux gros piliers dans une vie. Vie. Ouais. Je pars un peu en barigoule, mais c'est important. Non, mais c'est vrai. Donc ce volant, voilà, a été tout trouvé pour Vroom Vroom. Quid du nom. Attends, c'est un volant de quoi d'ailleurs? Ah voilà. Ça, c'est un truc, c'est un secret ou pas? Non, c'est pas un secret. Pas un secret. Et, bon, il y a des gens qui le savent déjà. Alors je me rappelle plus exactement. C'est honte sur moi. J'allais dire aux spécialistes, mais c'est un volant Les Leston. Histoire extraordinaire de Les Leston. Si on a 2 minutes, il faut quand même en parler parce qu'on parlait du culot tout à l'heure. Les Leston, ça a été un pilote. Alors je sais pas exactement tout dans l'ordre, mais je sais que ça a été un pilote, notamment aussi, qui a couru aussi sur Lotus Elite. Ok. On y vient. Donc on y vient, mais c'est pas pour ça que j'ai choisi un Les Leston. C'est toute la magie du truc. Bon, déjà j'ai toujours rêvé de ce volant et il y a toujours eu ce LL, donc la signature Les Leston. Qui du coup en fait fabriquait ces volants de compétition, de remplacement en fait. Les gens avaient le volant traditionnel de leur voiture, que ce soit Mini,
Jaguar, Aston Martin, etc. En général, les gens enlevaient ce volant, le conservaient et mettaient un volant vraiment de compétition, plus grand aussi pour le débattement, parfois plus léger aussi, parfois aussi pour gagner un peu de la légèreté. Leslie Stone, en fait, donc pilote automobile et aussi donc fabricant de volants, mais pas que aussi, hein, d'accessoires. Il y a eu des combinaisons, il y a eu des parapluies, il y a eu des carrés de soie. Il a fait tout un univers finalement dans les années 60. Il y a eu une inspiration aussi, en tout cas de la vie de Leslie Stone. Alors j'en suis pas là malheureusement, mais c'est vrai que on parlait de culot tout à l'heure, et en fait Leslie Stone, il s'est lancé d'une façon complètement folle. C'est qu'en fait quand il a commencé à faire sa marque d'accessoires, etc., il voulait exposer au salon de Earl's Court en Angleterre. Et ce salon, au tout début, ils avaient laissé penser que ça allait être possible. Et finalement, au dernier moment, ils lui ont dit que c'était impossible parce que c'était réservé qu'aux constructeurs et j'allais dire aux équipementiers officiels, etc. Donc en fait, on lui a fermé la porte au nez, clairement. C'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, ni une ni deux, il a créé son propre stand en fait dans les marches qui menait en fait au salon d'Earl's Court. Clandestin, à l'arrache, clandestin. Il a commencé à vendre ses objets, ses volants, enfin plein d'objets, donc comme les parapluies, les combinaisons, etc. Et il s'est fait arrêter par la police, forcément, puisque ça rigole pas en Angleterre déjà à cette époque-là. Je sais pas en quelle année on est, mais c'est assez tôt. Je pense que ça doit être fin 50, début 60. Il faudrait aller vérifier la source. Ouais. Mais en fait, ce qui est dingue, c'est que donc en se faisant arrêter, il y a eu un énorme article sur le salon et forcément sur ce mec. C'est clair, ouais. Et en fait, ça lui a fait une publicité gigantesque. C'est ce que gigantesque dire, ouais. Jusqu'au bout du monde, jusqu'en Asie. Il a été connu d'Angleterre jusqu'aux États-Unis, jusqu'en Asie. Donc, il a été médiatisé avec cette arrestation pour justement vente clandestine devant ce salon, quoi. Et je pense qu'il y a peu de gens qui le savent. Et ça a contribué derrière aussi au succès, complètement. Ouais. Ça l'a propulsé. Ça l'a propulsé, ça lui a fait rencontrer les rencontres après, ça lui a fait rencontrer des gens, fait exploser son chiffre d'affaires, etc. Et donc après, je sais pas combien de temps il a fait ça. En tout cas, ça a été une grosse activité pour lui. Mais je trouvais ça intéressant de revenir encore une fois sur le culot. Parce qu'il a osé. C'est ça. Il est allé au bout de la chose, quoi. Puis c'est drôle parce que c'est à nouveau un parallèle que tu peux faire avec ton histoire à toi. Et, donc ce volant. Pas fait exprès avec Leslie Stone enfin voilà, c'était celui-là qui trônait. Curieux hasard en tout cas. Ouais, curieux hasard. Chouette anecdote supplémentaire. Il y a tellement d'anecdotes. Après, on peut voir des signes partout, évidemment. Mais moi, je crois beaucoup à ce genre de choses. Ouais, alors là, on avait le volant. Ouais. Et le nom maintenant. Et le nom. Alors là, le nom. Alors là, ça fait rire quelques personnes, mais on reste dans une ambiance anglaise. Ça s'est fait autour d'une tasse de thé. Tu vois, on reste encore. C'est de l'air ou pas? Ouais. Pas loin. Moi souvent, pas mes parents, mais moi souvent. Et en fait, j'ai fait un brainstorming avec mes parents, carrément. On était 3 dans la cuisine. Cette cuisine? Non, pas cette cuisine-là. La cuisine où ils habitent. Ok. Il faut dire que j'habite vraiment pas très très loin d'eux pour ceux qui me connaissent. Et donc, petit brainstorming. Et finalement, je voulais un nom, malgré que j'aime la France, je voulais un nom à l'international. Quand même, parce que j'aurais pu l'écrire aussi d'une manière différente. Bien sûr, c'est vrai. Cette onomatopée. Et donc, au début, on a noté un petit peu des noms. Je pense que j'ai peut-être même gardé le carnet du brainstorming. Ok. Je suis pas sûr de te le trouver là à l'instant T, mais si tu le retrouves. Mais en tout cas, il y a eu. En fait, j'ai noté des mots en français et en anglais. Et en fait, et ça c'est très très beau parce que encore une fois, je parle de parents, de piliers, etc. Donc le volant donné par mon père. Et à un moment donné, je me dis, il faut un nom à l'international qui sonne bien. Il faut qu'on comprenne que c'est tout de suite dans la bagnole. Et je mets quand même une petite condition supplémentaire qui complique un peu la chose. Je dis, il faut absolument qu'on retrouve en fait ce côté un petit peu enfantin, espiègle, humoristique aussi. Ça a été aussi toute la difficulté du nom. Une grosse prise de risque dans ce nom. Et en fait, ma mère me dit, Vroom, c'est pas mal, Vroom. Alors au début, très drôle, je mets le volant, je mets le Leslie Stone et j'écris Vroom comme ça au-dessus. Comme on a pu faire d'ailleurs sur un de nos t-shirts brodés. Et je dis ouais, c'est pas mal Vroom. Mais c'est marrant, je me dis il manque un truc. Tu vois, je sais pas et tout. Le logo était joli, mais j'étais pas pleinement convaincu en fait. Ouais. D'un point de vue esthétique. C'était pas forcément la sonorité. Il manquait un truc. Il manquait un truc. J'ai dit c'est bien, mais on n'est pas arrivé au truc, tu vois. Mais ma mère a quand même lancé ce bouchon. C'est quand même elle qui a sorti Vroom. Alors, j'ai dit Vroom, c'est pas mal, mais c'était visuellement en fait que j'étais gêné. Donc je mets le volant, je mets Vroom au-dessus, en arc de cercle. C'est pas mal, mais ça me plaît pas.
Puis je mets vroom et je mets le volant. Je me dis c'est I2. Je me dis c'est I2. Et donc après je mets vroom, le volant, et je remets un vroom comme ça. Mais juste pour essayer au début, même pas pour... Et là je me dis putain, il y a une belle symétrie quand même. Là je suis en accord avec mon truc, tu vois. Et c'est vrai que le volant par mon père, le vroom qui est devenu vroom vroom par ma mère, je pense que la boucle est bouclée là-dessus. Et encore une fois, voilà, ça m'a aidé. Des parents, c'est fait souvent, pas toujours malheureusement, mais c'est souvent fait pour aider. Et encore une fois, ça m'a permis d'avoir le nom définitif. Et j'aimerais te raconter une petite anecdote sur ce nom parce que c'était une prise de risque. Donc quand je me suis vraiment lancé avec ce nom, avec la création de l'entreprise, etc. Et là, c'est un parcours d'entrepreneur dont je te parle. Il faut aller à la banque. Et quand on va à la banque et qu'on nous demande quelle entreprise on ouvre, et qu'on dit vroom vroom, et qu'on a 1, 2, 3 éclats de rire, on comprend dès la première seconde que j'ai pas regretté le nom, mais il va falloir l'imposer, tu vois. Il va falloir quand même... il y a une part de risque. Je suis convaincu par le nom. Il y a aussi ça qui est important quand on est entrepreneur, c'est que c'est important de prendre les conseils des autres, mais à un moment donné, c'est ce que je disais avec l'instinct, il faut aussi avoir les moments où on est sûr de soi. Et les rires auraient pu me faire douter. Les rires, c'est un rire, deux rires, trois rires. Il y avait un côté, je vais pas dire malsain, parce que je n'en veux absolument pas. Il y a un côté effet de masse, tu vois, même si c'était 3 personnes, exactement, tu te dis, bon. Ouais, exactement. Il y a eu un premier, puis ça a fait un peu boule de neige dans la banque, tu vois. Ouais. Je tairai le nom de la banque, mais j'ai absolument aucune rancune, bien sûr. Mais du coup, en fait, ça a été bien, parce qu'en fait, tu vois la chose depuis ton guidon. C'est intéressant aussi de ressentir et de voir le point de vue des autres. Et en fait, ça a été le premier truc, et je me suis dit, ah ouais, ils ont rigolé quand même. Va falloir être bon. Tu vois, je me suis dit, va falloir dès le début, va falloir être bon, et va falloir montrer que, et c'est ça aussi l'essence de la marque, c'est que on est une marque qui se prend pas au sérieux, et il y a toujours beaucoup d'humour, et toujours beaucoup de facéties et d'esprit. Tu vois, il y a un esprit dans Vroom Vroom. Mais par contre, on reste une marque sérieuse. Tu vois, on n'est pas des clampins, on n'est pas des rigolos, on n'est pas des clowns, tu vois. Professionnel. Surtout quand on mise. Moi, j'ai mis toute ma mise aussi. Ça, c'est quelque chose. C'était un pari en fait, tu vois, de toute façon. Ouais, en fait, je cherche pas à dire que j'ai fait un truc fantastique, mais c'est vrai que quand tu as commencé à gagner un peu ta vie et que tu mets ta mise, alors attention, et c'est là où je veux aussi mettre un bémol. C'est que j'ai jamais quitté complètement mon métier à côté. À part vraiment quand je me suis lancé dans Vroom Vroom et que aussi d'un point de vue statut, tu peux pas faire les deux choses en même temps. Aussi, c'est compliqué en France. Tu peux pas être à la fois gérant de société et auto-entrepreneur. Donc ça, c'est aussi un problème. Mais donc du coup, j'ai dû faire l'impasse quelques années sur la brocante. Et donc me lancer. C'est aussi ce qui m'a permis de me lancer dans Vroom Vroom. Mais en tout cas, au tout début, j'ai quand même gardé mes deux activités au maximum en fait, jusqu'à ce que je sois gérant. Mais il y a tellement de choses à préparer en amont, etc. Du coup, ça n'a pas été simple et c'est pour ça, je dis quand même que j'avais quand même un peu cette soupape de sécurité au début en tout cas. Même si je me suis lancé, j'avais quelque chose à côté. C'est à la fois une force et une faiblesse parce que je pouvais pas prendre un risque total de plus avoir aucune rentrée d'argent. Mais en même temps, quand on fait deux choses en même temps, c'est très très compliqué d'être performant dans les deux. T'avais un curseur à mettre à ce moment-là. Ouais, il y avait un curseur à mettre et j'ai quand même rapidement mis à 80% dans Vroom Vroom en gardant, j'allais dire, entre 20 et 30% selon où on place le curseur dans mon autre métier parce que je pouvais pas. En termes d'investissement personnel ou les deux. D'investissement tout court. La mise, j'ai tout mis. À un moment donné, j'étais presque on n'était pas loin du poker, on n'était pas loin du all-in quand même parce que moi je suis quelqu'un d'entier et un peu gambler, un peu parieur aussi. Ça aussi, c'est une force et une faiblesse. Attention. J'ai fait plein de paris dans ma vie qui ont été payants, très payants, et parfois aussi je me suis bien cassé la gueule. Ça aussi, parfois, il faut doser. Et quand on est jeune aussi, on n'a pas toujours envie de doser. Il y a ce côté aussi impulsif. Parfois aussi, donc je parle d'instinct et de croyance. Et il faut le faire. Mais il faut savoir aussi que ça peut nous mettre par terre. Tu vois, c'est pas une science exacte, tu vois, l'instinct. Il y a des mecs qui ont lancé 10 business, qui avaient l'instinct sur 10 business, qui se sont écroulés et le 11e ou le 12e, il a été colossal. Tu vois. Ouais, et puis dès le premier, tu vois. Et des fois dès le premier. Il faut aussi une part de chance. Ça, je le redis souvent. Il y a des business que je connais autour de moi, ou même le mien parfois, qui ont bénéficié de chance ou de malchance. Et c'est pas une question d'intelligence de la personne ou d'avoir raté des trucs, etc.
des fois, il faut quand même cette bonne étoile quand même. Ça, on sous-estime. J'avais complètement. J'avais quelqu'un que je connaissais bien qui répétait ça souvent et qui disait dans la vie, c'est le TTC, tu sais, travail, talent, chance. Ouais. Travail, il en faut évidemment. C'est bien trouvé. Talent, il en faut. Ouais, c'est bien trouvé. Et surtout la chance, tu vois, il y a quand même une grosse partie des gens qui ont tendance à sous-estimer cet aspect parce que non seulement tu as un vrai côté chance, comme tu dis, un peu gambling. Il y a une partie de des fois gambling. Mais il y a aussi un truc où la chance, elle se provoque aussi. Complètement, j'allais t'en parler. Et ça, c'est par tes décisions. Faut aller la chercher. Ouais. De toute façon, c'est sûr que quelqu'un qui va se lever le matin de bonne heure et qui va aller chercher, qui va tenter, il faut tenter en fait. Et à un moment donné, forcément, il y aura le coup du sort dans le bon sens. Forcément. Et c'est la première des choses que je dis, c'est qu'il faut se lever tôt. Et moi, je dirais que ma plus grande force, c'est pas d'être malin, c'est pas d'être intelligent. Je pense vraiment pas tout ça, sincèrement. Je pense que c'est le courage. Et ça, encore une fois, je pense que c'est mon père mon père et ma mère. Enfin, ça, c'est aussi des bases que j'ai eues de la part de mes parents. Et en fait, quand tu as le courage de te lever le matin, quand tu es positif aussi, attention. Alors, je vais pas dire le mot mindset parce que ça fait trop gourou. Non, mais l'état d'esprit, c'est important. L'état d'esprit, c'est vrai que je vais pas le citer aussi, mais j'ai un copain, un pote qui se reconnaîtra peut-être, mais qui a une guigne pas possible. Mais il sait aussi que son état d'esprit, il est quand même souvent comme ça. C'est vrai qu'un cercle vertueux, ça s'attire, quoi. Ouais, ça s'entretient. Ouais. Il faut vraiment y aller, il faut croquer dedans, quoi. Comment tu lances au tout début? Donc, tu as la banque. Finalement, tu obtiens quelque chose. Pas de frais. Non, je mets mes billes. Je pose mes billes. Ils rigolent et c'est tout. Ah ouais, non, mais ils rigolent. Je leur dis, je commence avec tant. Donc, j'ouvre le compte, je mets tant, etc. Et comment je commence? Je commence péniblement, déjà. Tu commences sans des aspects espérés. En fait, je suis à l'époque aussi, il n'y a pas si longtemps, il y a 11 ans, mais j'avais pas envie de faire de prêt. J'ai jamais demandé 1 euro à mes parents. Ça, attention, c'est hyper important. C'est pas pour me cirer les pompes, mais ça, c'était niette. C'était hors de question. Parce que le contexte aussi fait que, évidemment, après. Oui, bien sûr. Mais je demandais pas de thunes. Hors de question. Ça, pour moi, c'était hors de question, vraiment. Ensuite, je voulais pas avoir un fil à patte, pas de prêt bancaire. Et autre chose, où là, ça peut se discuter. Après, c'est des choix de vie. Mais je voulais pas d'investisseur, de business angel. Parce que je voulais, en fait, faire la marque à mon image où... Tu voulais être libre, en fait. Je voulais être libre, ouais. La liberté, ça n'a pas de prix. Alors, parfois, effectivement, j'ai peut-être raté le coche sur certaines choses, mais avoir une liberté artistique et de vouloir emmener la marque où tu le souhaites, que ça réussisse ou pas d'ailleurs, ça a été mon leitmotiv et c'était ce qui me boostait, ouais. Si j'avais eu des billes d'une tierce personne avec une ligne directrice, un truc chiant, même que ça marche 100 fois plus fort, j'aurais pas été animé par le truc, par le projet, etc. Et c'est vrai que ce qui est important aussi, c'est de croire en fait en son projet et d'être animé par ce projet. Je l'ai même pas fait pour l'argent au début, même si je suis pas philanthrope, mais je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire. Et ça, c'est important, c'est important. Se lever le matin, avoir envie d'aller travailler, c'était même pas du travail. Pourtant, des heures, j'en ai pas compté. Mais t'as pas l'impression J'avais pas l'impression d'avoir bossé, ouais, j'avais pas l'impression. Et pourtant, et je peux en parler aussi, parce que c'est une vraie question, mais pendant, je dirais, 3 ou 4 ans, ce qui est long, c'est une traversée du désert pour certains, mais je dirais que pendant ces années-là, pas de rétribution, quoi. Parce que ça gagnait pas des milliers et des cents. Tu te payais pas, c'est ça que tu veux dire? Non, je me payais pas. C'est-à-dire que... T'avais un peu estimé, forcément, t'as été à la banque, donc t'avais un minimum de BP, t'avais fait... Ouais. Non, mais j'avais quand même fait un business plan, parce que je sortais quand même de ces études, etc. Après, faire un prévisionnel, quand tu pars dans une marque de vêtements, tu connais pas le marché, même si tu l'étudies brièvement, le benchmark, toutes ces choses-là que les jeunes connaissent aujourd'hui, étudier la concurrence, la veille concurrentielle, faire un peu le point sur mes forces, mes faiblesses, rentrer dans un marché... hautement concurrentiel et en plus que je choisis de niche. Et un peu de niche. Et de niche, tu vois. Je veux dire, t'as l'impression que le mec, tu te dis le mec, c'est un fou furieux ou c'est un débile mental, quoi. Mais non, j'avais envie de, je sais pas, j'avais envie de me laisser guider à la fois par mon instinct et aussi, j'allais dire par le truc. Aussi, il y a un côté aussi où on se laisse un peu porter par son envie et puis après on fait beaucoup de choses. Avec l'envie, on fait beaucoup de choses. Ouais. J'ai commencé avec une première personne. Enfin, j'ai commencé plus ou moins seul au début. Si on doit remettre vraiment le contexte. Et en fait, ce qui était très intéressant, je sais pas si je peux vraiment partir du début. Au début, je faisais les t-shirts pour des potes, pour mon père et pour moi. Ouais. Au tout début, je dis bien avant de mettre de l'argent en banque. C'était pas mass market, c'était pour une poignée de... Ouais. Et puis au début, en fait... Toujours à partir des photos. Ouais, toujours à partir des photos.
Mais là, je reviens un tout petit peu chronologiquement, un peu avant le dépôt à la banque et tout. Mais en fait, au début, j'en faisais cadeau. Parce que c'était... je suis quelqu'un de généreux. Et j'étais tellement fier en fait de mes productions. Et au début, donc, je me faisais des allers-retours à Nice avec mon imprimeur. Et au début, je les faisais cadeaux. Après, je perdais beaucoup d'argent. Enfin, j'ai de moins en moins de thunes. Donc après, j'ai dit, bon, moi, je vais commencer au moins à les vendre prix coûtant. Et après, je me suis dit, attends, mais prix coûtant, ça marche. Enfin, cadeau, ça marche, c'est sûr. Prix coûtant, ça marche, c'est sûr. Et je vais voir jusqu'où je peux aller, tu vois. Et j'ai pu un peu tester au début sur le marché de Saint-Tropez. Voir déjà si le produit plaisait. Ça a été ma phase test un peu, avant même vraiment de le lancer officiellement, de voir si les produits plaisaient, le degré d'acceptation du prix aussi. Et là, on revient toujours à ce côté école de commerce aussi. Ouais. Donc progressivement, j'ai aussi déplacé le curseur. Tu vois, au début, donc gratos, c'est passé à 15 euros, 20 euros le t-shirt pour les copains avec les frais de route, d'essence et tout, tu vois. Puis après, on est passé à 30, 35, jusqu'à 45 euros. Et à 45 euros, le prix était encore accepté. Donc je me disais, quand même, pour un t-shirt, marque pas connue, enfin, pas de marque en fait, rien. Je me suis dit, quand même, ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Et j'en vendais, j'en vendais pas mal. Je fais une petite parenthèse, mais au plus cher, nos t-shirts au début ont été même vendus jusqu'à 65 euros chez Colette. Pareil, une rencontre sur mon petit marché d'une amie de Sarah, la fille de Colette, pour les gens qui ont connu ça sur Paris. Donc un concept store rue Saint-Honoré. Ouais. Et en fait, c'est aussi, ça a été aussi une des choses qui nous a propulsé. Parce que j'allais dire, à un moment, toi, tu vendais, effectivement, avec ton entourage, au compte-gouttes. Mais à un moment, tu as eu des accélérateurs, tu as eu des opportunités de faire distribuer. Il y a eu 2-3 coups de boost. Il y a eu ça chez Colette, où j'ai été extrêmement fier parce que quand tu sors de ta campagne, parce que ça reste une marque créée au Luc-en-Provence, pseudo-vendue sur le marché de Saint-Tropez. J'avais pas envie que ça devienne une marque de marché, de marché non plus. Même si j'avais pas non plus la folie des grandeurs, j'ai quand même eu envie de développer le truc, tu vois, de le faire vraiment sérieusement. Et c'est vrai que quand j'ai eu l'opportunité de placer mes t-shirts chez Colette, à côté d'une grande marque, d'un créateur japonais, je m'en rappellerai toujours parce que même si j'ai fait mes études à Paris, j'ai voyagé en Angleterre, en Écosse, j'ai quand même toujours ce côté un peu du terroir de la province et de la Provence. Et si tu veux, quand j'arrive à Paris et que tu vois tes vêtements sur des cintres en bois qui coûtent des fortunes, et que c'est à côté d'une marque qui s'appelle A Bathing Ape de Nigo, donc un grand créateur japonais, là je me dis waouh, je me dis déjà c'est incroyable, déjà c'est une première victoire et il faut se nourrir de ça aussi. Ça c'est un truc qu'il faut expliquer. Quick win, alors c'est pas un quick win, c'était une belle victoire pour le coup, mais effectivement première grosse victoire. Et là tu y crois vraiment, tu vois, et ça te booste. En fait c'est des shoots d'adrénaline et de boost aussi, et il faut se nourrir de ça. Parce que la victoire soit petite ou grosse, dans la vie d'un entrepreneur, tu as besoin de ça. Parce que c'est un truc qui continue à te faire avancer. Tu penses là pour le mental, pour le coup, tu vois. Ouais, pour le mental, ouais, pour le mental. Parce que des moments de doute, quand tu commences, des fois, tu te demandes même pourquoi tu as commencé, quoi. Ouais. Enfin, tu vois, si on part vraiment sur le côté entrepreneurial, des fois, tu te dis, je suis maso. Tu te dis, c'est pas possible. Ouais. Et parfois même, tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça, tu vois, tu arrives à te questionner. Tu te dis, mais pourquoi j'en suis arrivé à ce point? Déjà, tu te parles beaucoup plus à toi-même. Ah oui, complètement. Quand tu es entrepreneur, ouais. Il y a même plusieurs voix qui rentrent dans ta tête. Mais en fait, ce qui était chouette aussi, et je vais revenir dessus, c'est que j'ai vraiment eu une volonté de faire les choses bien, de faire des choses qualitatives. J'ai essayé de faire un maximum de Made in France aussi dès mes débuts. Donc, j'ai fait fabriquer à Pantin, donc en région parisienne, avec du coton de qualité que je suis allé chercher à Troyes, d'un stock finissant de Agnès B, si on peut le citer. Belle marque. Belle marque. Et j'ai pris un petit peu de leur restant de tissu. Pour eux, c'était des chutes. Pour moi, c'était du métrage inespéré. Après, je peux aussi parler d'une mésaventure que j'ai eue aussi avec un autre fabricant, sans le citer bien sûr, où en fait j'ai été séduit par le côté historique du tissage du t-shirt. Et donc, j'avais fait fabriquer des t-shirts à Toulouse sur des vieilles machines à tisser. Tu vois, ça m'avait plu. Ouais, le côté un peu. Ça m'avait plu et en fait, ça a failli couler la boîte. Okay. Ça a failli couler la boîte. Là, c'est une anecdote que je te raconte. Pourquoi? Parce que pour une histoire de prix? Non, pas du tout. Le prix était relativement élevé parce que c'était du Made in France. Hein, ça, on va pas se cacher. C'est sûr que ça coûtait plus cher qu'un t-shirt juste printé qui venait du bout du monde. Mais en fait, ça peut paraître dingue, mais c'est une erreur à la fois de jeunesse et de jeunes entrepreneurs aussi, de jeunes sans expérience. C'est qu'en fait, si tu veux, quand j'ai validé les prototypes, il y a eu des prototypes validés, il y a eu des corrections apportées, il y a eu des dimensions relativement rallongées, etc. J'ai validé un dernier prototype, d'accord? Et en fait, il y a eu un couac.
c'est qu'ils sont repartis à partir du premier. Ah, Et le premier ok. était pas tout à fait aux tailles. Ouais. Et quand tu as mis toutes tes billes et que tu sors entre 1000 et 2000 t-shirts, c'est énorme. Hein. Je sais Ouais. pas si les gens se rendent compte. Bah, à l'époque, c'est pour ça que je te dis, je parlais d'all-in, etc. Enfin, c'était quand même une commande, ça devait être autour de 17 000 euros, tu vois. Ouais. Quand tu es jeune, tu C'est peux pas une te belle permettre, somme, c'est une belle tu peux somme. pas te permettre de mettre ça à la poubelle, tu vois. Non, c'est Et quand tu vois qu'il y a eu un couac, au début, tu te dis, mais comment je vais faire? Tu te dis, attends, qu'est-ce que j'en fais? Je les brûle, je les mets toute ma vie, j'arrête l'activité, j'essaye de, je sais pas, de changer les tailles, tu vois, de les décaler, etc. Enfin, tu passes par tous les états, en fait. Mhm. Et ça me fait souvent penser à la vérité si je mens. T'as pas Mhm. dit zip. Et en fait, ce couac aurait pu nous plier dès le début, tu vois. Ouais. Et bon, on a réussi à trouver des solutions. Comment tu rebondis, ouais. Quand on a rebondi, j'ai effectivement triché sur les tailles. Donc j'ai décousu, on a décalé d'une taille, etc. Alors vous allez rire, mais j'allais dire, j'essaie de voir par rapport au profil carrément du client ou du consommateur, qui passait devant, etc. J'essaie de l'aiguiller vers tel t-shirt, telle taille, etc. Donc on jouait un peu des coudes. J'ai vraiment essayé de déplacer plusieurs paramètres. Ouais. Et je m'en suis sorti comme ça, mais j'ai flippé. J'ai flippé parce que à l'époque, je crois que j'avais sorti que 2 ou 3 modèles. Et je me suis dit, mais si c'est invendable, la boîte est coulée avant même d'exister. Et ça, c'est un truc que peu de gens savent. Donc ça me fait plaisir de te le confier. Mais en tout cas, dès le début, ça aurait vraiment pu mettre Vroom Vroom à terre et ne jamais s'en relever, quoi. Ouais. Et ça, c'est toute la vie d'un entrepreneur. C'est tout le temps. Même parfois, d'autres personnes qui rentrent des grosses rentrées d'argent, t'es jamais à l'abri. Faut jamais se croire à l'abri, ça aussi. Un mauvais coup, ça peut vraiment te Ouais, mettre, complètement, ça ouais. peut vraiment te mettre par terre. Ouais, et je pense qu'il faut garder de l'humilité. Peu importe la taille de l'entreprise, c'est important aussi. Je me suis un peu égaré, Alexis. Non, mais c'est, tu vas me au recentrer. contraire. Mais c'est important aussi de voir tous ces parallèles entre la création et le moment aussi fatidique où tu te lances. À aucun moment tu t'égares parce qu'en fait le but de tout ce qu'on se dit là aussi c'est les gens ont une perception de Vroom Vroom comme un produit qu'ils adorent, une marque qu'ils aiment beaucoup, mais c'est bien d'avoir ces coulisses justement, tu vois, au contraire. Donc c'est même l'essence de ce qu'on est en train de faire là, c'est hyper intéressant et c'est actionnable en fait parce qu'il y a plein de gens qui nous écoutent. J'espère que ça inspirera des gens de faire ou de ne pas faire d'ailleurs, ou de changer d'idée aussi. Bien sûr, ouais. Parce qu'à la base, avant même ça, peut-être même d'anticiper certaines choses dont tu parles. Oui, complètement. Donc, oui, l'anticipation, ouais, c'est sûr. Donc, là, en fait, j'avais le nez dans le guidon, clairement, et j'ai manqué de jugeote ou de double vérification même. Si tu veux, à un moment donné, il faut aussi savoir se remettre en question. C'était trop facile de rejeter toute la faute, alors que c'était mal fabriqué sur la fin. C'est sûr qu'entre guillemets, c'est la faute du fabricant, bien sûr. Mais j'avais ma part de responsabilité. Il ne faut pas fuir aussi ses responsabilités. Bien sûr. Enfin, je veux dire, si j'avais double-checké, comme disent les jeunes, ce ne serait pas arrivé. Donc j'avais forcément une part de responsabilité dans ce demi-échec, quoi. En tout cas, c'est quelque chose qui est plus jamais arrivé. Non, plus jamais arrivé. Tu vois, ça aussi, ça forcément, évidemment, les erreurs, on essaie de ne pas les réitérer une deuxième fois. Évidemment. Il faut vraiment apprendre de ces erreurs. Ouais. Tu développes la marque après, il y a la partie site, e-commerce. Ça vient, ça, au bout d'un moment dans le développement? Ouais, ça vient dans le développement, bien sûr. Au tout début, quand même, j'essaie de profiter d'une saison à Saint-Tropez. C'était l'année 2014. En fait, déjà, il faut savoir aussi que je prépare un peu en amont en 2013. J'ouvre l'entreprise janvier 2014, mais le temps de produire entre le début d'année et le choix, etc., apprendre le métier, déjà de janvier à avril, il n'y a aucune rentrée d'argent. Ouais. Donc déjà, je commence à produire en avril. Mais au moins, j'ai quand même des t-shirts, la base, pour ma saison. Ouais. Mai, juin, juillet, août, etc. Et donc, je reprends un peu toute cette distribution sur Saint-Tropez, donc un petit peu sur le marché. Je reste local au début. Il n'y a même pas encore le site. Mais par contre, donc je continue cette phase de test et je me rapproche des plages privées aussi. Le culot, encore une fois. Où j'arrive à convaincre des mecs de me laisser les t-shirts en dépôt, en leur laissant une com, ou je leur file un t-shirt, ou alors il y a des mecs qui... Encore une fois, je le dis, quand on est jeune, on nous pardonne beaucoup de choses. Il y a même des mecs qui l'ont fait sans aucune rétribution. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, ça peut paraître dingue, mais quand j'ai apporté les t-shirts, les patrons des plages ont tellement kiffé le concept, etc. Parce qu'ils avaient aussi, et ça c'est important, je ne l'ai pas dit, mais ce dénominateur commun
entre un mec qui est dentiste, entre un avocat, j'allais dire entre un mécano, entre un ingénieur, entre un électricien, putain, c'est la bagnole, quoi. Ouais, il y a un dénominateur Il y a un dénominateur commun, et ça, je l'ai compris. Ouais. Et finalement, eux aussi l'ont compris, parce que c'est des gens qui sont dans le business bien plus que moi. Et en fait, ils m'ont dit, mais ils sont géniaux tes t-shirts, on va les cartonner. Et on a cartonné. Et là, on a commencé à rentrer de la trésor. Là, ça a été le début où il y avait vraiment de la trésor. Et là, effectivement, on a commencé à se mettre sur l'e-commerce. Alors, je sais plus, c'était pas. Il me semble que c'était PrestaShop au début. Ouais, c'est ça, tu commences. On a commencé, mais c'est vraiment la base de la base, ouais, tu vois. C'est ça. C'est PrestaShop. Bah, ce qui est une super solution. Oui, PrestaShop, Shopify. Ouais, bien sûr. Mais nous, quand tu veux démarrer vite. Il me semble que c'était ça. C'est sans code, je crois. Oui, complètement. C'est préétabli en fait. Ouais, exactement. Tu charges, etc. C'est hyper facile. T'as un abonnement. Ouais, exactement. T'as une com peut-être sur le paiement. Ouais, il y a ça aussi. Il y a un abonnement, il y a certainement une com. Ouais. Mais on commence vraiment petit, un peu à l'arrache et tout, tu vois. Mais surtout, comment se faire connaître. Et là, il y a encore un coup de chance qu'on provoque. C'est toujours la même chose. Je ne délaisse pas le marché parce que ça a commencé là. C'était ma phase de test. J'aurais pu me dire, ouais, je suis vendu sur les plages privées, j'ai mon site internet. On pourrait dire, bon, bah, stop. Et en fait, je pense que il y a ce côté aussi affectif, l'affect. Ça a commencé là. Ça a commencé sur une table de 1 mètre, 1,20 m au carré, tu vois. Et c'est là que les premiers t-shirts ont été vendus. Je fais la parenthèse, mais quelle fierté après de recroiser les gens quelques mois après ou l'été d'après avec des t-shirts Vroom Vroom dans Saint-Tropez. Ouais. Je veux dire, les gens connaissent Saint-Tropez, les gens font attention à comment ils sont habillés. Ça peut être Vuitton, Hermès, Gucci, enfin toutes ces grandes marques. Et j'arrivais à mettre des t-shirts Vroom Vroom sur le dos des gens, quoi. Il y avait un côté un peu imposture. Il y avait aussi un côté blague, parce que un mec qui pouvait se fringuer avec du Loro Piana ou des grandes marques, à l'époque, il y avait encore Chevignon, il y a toutes ces marques-là qui reviennent pour, etc. Et en fait, de me dire, j'arrive à leur mettre du Vroom Vroom sur les épaules, il y avait un sentiment de fierté, quoi. Ouais. Parce qu'au début, t'en vois 1, 2, 3, 10, mais après, quand t'en vois, j'allais dire, peut-être des centaines, après, forcément, bah, il y a quand même vraiment ce côté un peu farceur et un peu waouh. C'est incroyable, quoi. Puis en plus, c'était un indicateur, tu voyais tout de suite dans la règle, ce côté conquête. Ouais, il y a un côté conquête. Ouais, il y a un côté Age of Empire pour les gens qu'on connu. Et donc, pour revenir à cette table, qui nous a propulsé aussi, à part donc Colette, le site internet qui se met en place, mais très peu de visites. Au début, tu sais, tu pars de zéro. Qui va venir sur ton site ? Tu es inscrit dans ta stratégie, mais tu restes, tu fais un peu d'ads, tu fais un peu des choses comme ça. Même pas au début. Non, parce que padron. Ouais, ok. Padron, pas de budget market. J'allais dire le courage, le culot, beaucoup d'heures. Tu comptes pas tes heures. Ça, si tu commences à compter tes heures, le fais pas. Vraiment, tu vas te dégoûter. Et je dirais même si tu le fais pour l'argent aussi, ne le fais pas. Je pense vraiment que après, il y a des gens plus forts que moi et qui dès le début le font pour l'argent et ça marche. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens que j'ai rencontrés dans des gros business qui l'ont fait par l'envie. Et donc, sur cette table, je reviens, je rencontre une maman qui me dit j'adore vos t-shirts, j'adore ce que vous faites, je vous prends ça. Elle me prend quasiment tout. Vraiment tout le début d'une collection, si on peut appeler ça une collection. Et elle me prend 5-6 t-shirts. Elle me fait une radia, quoi. Enfin, pour moi, c'est 5-6 t-shirts, voire en double parfois, même pour des amis, etc. Enfin, elle me prend à la fin, elle me prend 10-12 t-shirts. Enfin, je me dis waouh, tu vois, waouh. Et elle me dit mon fils fait du rallye. Ok. Et c'est très important que je cite son prénom et son nom parce que c'est vraiment quelqu'un qui m'a tendu la main et qui m'a permis de me faire connaître, c'est Quentin Giordano. Okay. Quentin Giordano, qui ne fait plus de rallye, qui a été souvent vice-champion de France et qui a été champion de France. Et donc que j'ai rencontré, après coup, quand sa maman lui a offert les t-shirts, on est rentré tout de suite en contact. Et il m'a dit du tac au tac, j'adore ce que tu fais, j'ai envie de mettre de la déco sur les bagnoles, etc. Il n'y avait pas encore le blason. Il me dit j'aimerais vraiment mettre de la déco sur la bagnole et tout machin. Vas-y, faut que je te mette en avant, tu vois. Et je lui dis avec plaisir et tout, tu vois. Et on commence un petit peu comme ça. Et je me dis putain, il faut vraiment que je trouve un truc, une déco, j'ai pas de déco. Et là, donc j'étais plus tout seul à ce moment-là, donc avec un ami, où il y a eu des tensions, mais c'est aussi la vie d'entrepreneur, hein, quand on prend un associé. C'est la vie de toute relation. Il y a aussi, on peut faire un chapitre sur chaque truc. Mais je veux dire, un associé, il faut aussi vraiment le choisir. Il y a du très bon, il y a du mauvais. Il y a eu quand même du très très bon, beaucoup de fun, beaucoup de plaisir. Quelqu'un de très très fort aussi dans le design et dans le graphique, qui permet aussi d'avoir un autre œil. Attention. Parfois, il faut rester seul. Parfois, je pense que c'est bien aussi d'être accompagné. Les gens ne savent peut-être pas, mais derrière Richard Mille, derrière la marque de montre, il y a un associé dans l'ombre qui fait un travail colossal.
Et sans ça, Richard Mille, par exemple, n'aurait pas pu exister, tu vois. Donc, je fais aussi le rapport. Des fois, ça peut se passer extrêmement bien. Après, c'est une question aussi de rapport humain. Mais en tout cas, personne ne se fait tout seul et à un moment, tu as forcément l'intervention de quelqu'un. Donc, il y a eu cette personne-là qui, effectivement, m'a aussi beaucoup aidé. Hein. Et donc, on a repensé un peu au blason Ferrari, Lamborghini. Hein. On va pas se cacher. Hein. On s'inspire des meilleurs. À un moment donné, il faut s'inspirer des meilleurs. Ouais, puis de quelque chose qui parle, tu vois, quelque chose qui fait autour, exactement. Quelque chose qui transpire. Ouais, parce qu'au début, on avait déjà vroom, volant, vroom. Hein. Je précise que c'était vraiment, sur mes cartes de visite, c'était comme ça. Mais si tu veux, on n'avait pas envie de faire ça sur la bagnole. En tout cas, pas que ça. Quentin nous a dit, si, vroom, volant, vroom, c'est très bien et tout, mais on avait envie de twister un peu le truc, tu vois. On est allé au-delà, on est allé plus loin que ce qu'on nous a proposé. Et on a dit, vas-y, je sais plus sur quelle voiture il roulait à l'époque, mais on a dit, vas-y, on te met des blasons. Et on met nos blasons, nos couleurs, tu vois. La fierté que la voiture arbore nos couleurs. Donc forcément, c'était plus italien, c'était bleu, blanc, rouge. Ça, c'est des blasons que je fais encore, que j'offre encore quand les gens font des achats chez nous. Surtout en physique. Ça peut m'arriver dans une commande aussi, bien sûr, quand on prend plusieurs choses, ou je connais la personne, etc. Enfin, c'est avec un grand plaisir qu'on offre ces stickers. Que les gens collent sur des voitures ou pas d'ailleurs. Hein. Et d'ailleurs, j'ai des belles anecdotes sur ça qui vont te faire un peu sourire et marrer. Et du coup, on crée ce blason, donc bleu, blanc, rouge, ok, le volant, ok, vroom, vroom, ok. Et en fait, toujours encore cette notion de fierté, d'appartenance et de d'où on vient. Et en dessous, même si c'est écrit en petit, c'est toujours écrit Provence-France. C'est bleu, blanc, rouge, vroom, vroom, le volant, Provence-France. Et là, on avait notre signature et c'était pas notre logo, mais ça apportait ce petit plus. Et en fait, ce qui est complètement dingue, et petite anecdote là-dessus, le premier événement officiel de Vroom Vroom, ça a été dans un salon de l'auto en Hollande, à Anvers. Ok. Tout petit salon, pas très connu, tu vois. Je te parle de ça, mais c'est pas là où je voulais parler des blasons. Mais c'est intéressant aussi, on pourra y revenir. Mais en tout cas, notre deuxième événement, là je passe au deuxième, parce que c'est là où on avait nos blasons. Au premier, on n'avait pas de blason. Et en fait, c'était très très drôle parce que c'était pour l'occasion de Spa Classique. Okay. Tu vois, un peu l'équivalent des 10 000 tours du Mans Classique. Évidemment, ouais. Donc on est sur le circuit de Spa. Ouais. Moi, je découvre Spa pour la première fois. Le Raidillon, tout ça. Le Raidillon, c'est des trucs qui te font rêver, qu'on a tous vus en photo, en images, en vidéo, etc. J'arrive à Spa, donc compétition, j'allais dire organisée par Peter Otto, hein, l'organisateur du Mans Classique. Et à l'époque, un énorme sponsor, je sais pas si je peux le dire, mais depuis tout à l'heure, je donne les marques, tu verras. C'était les chemises Figaré. Ouais, Figaré, absolument. Qu'on connaît, hein. Bien sûr. Et donc, qui sponsorise l'événement. Donc en fait, sur toutes les bagnoles, t'as Figaré partout, quoi. Et nous, on commence à vendre, mais on vend grave. On vend, ça part fort. On vend les t-shirts, les casquettes, on a commencé à faire des casquettes. Je crois qu'on n'avait pas encore les bracelets. Mais on vend très fort. Et nous, c'est guinguette. On distribue les blasons, tu vois. Et jamais de notre vie, on imagine que les mecs vont mettre les blasons sur des 250 GT châssis court, sur des 911, sur des Bizzarini, sur des Alfa Romeo TZ, enfin, même pas en rêve. Je donne les blasons, mais je me dis, ils vont le mettre sur le frigo, sur le PC, ils vont pas le mettre sur la bagnole, tu vois. Et puis en fait, on commence à voir les bagnoles qui roulent avec nos blasons. Ouais, incroyable. Et là, c'est dingue. Et là, on se dit, putain, c'est un marketing de dingue. En fait, c'était parti pour le pilote de rallye, tu vois. Après, on a eu l'idée quand même de les refaire après pour les donner aux gens. Il y avait quand même ce côté, ok, marketing, communication et tout, tu vois. Mais jamais on s'est dit, les mecs, ils vont autant adhérer. Tu vois, il y a vraiment le côté, on achète vos produits, parce qu'il y a quand même l'achat, l'acte d'achat. Et derrière, on prend vos blasons et on les colle sur nos bagnoles qui valent, j'allais dire, bonbons, quoi. Tu vois, quelques milliers, centaines de milliers. Ouais, exactement. Et en fait, pourquoi je viens là, c'est que d'un coup, je vois débouler un mec en me disant « C'est qui, Vroom Vroom ?» Mais vraiment, tu vois, genre je vais me faire engueuler, tu vois. Ouais. Et en fait, c'était le grand patron de Figaré qui vient et qui dit « Mais vous savez combien j'ai dépensé d'argent pour que les pilotes veulent mettre Figaré sur la bagnole ?» Certains, j'allais dire, sont réticents à ça. Par contre, vous, les blasons, ça va à tout va, quoi. Ça va à volo. Et ce qui est très très drôle dans cette anecdote, c'est qu'en fait, il vient un petit peu tout affolé, et un petit peu paternaliste et un petit peu à nous disputer, mais il y avait quand même aussi une part de gentillesse et de bienveillance. Et au final, on a réussi même à lui mettre des ventes en plus. Donc en plus, on lui a revendu des trucs, tu vois, à ce moment-là, quoi. Mais ça, c'est une anecdote qui est très très drôle et qui est encore lié au blason, tu vois, au fait d'être allé toujours aussi avoir un coup de plus, tu vois. Mais encore une fois, une part de chance. Ouais, bien parce sûr. que moi, les gens, je les ai pas forcés. Je leur ai pas demandé expressément de le mettre sur la bagnole. Encore du culot, en quelque sorte. Ouais. C'était involontaire, mais oui. Tu vois, il y a eu un... Complètement. Ouais, c'est drôle. Mais voilà, ça, c'est des anecdotes que les gens ne savent pas. C'est hyper intéressant, je trouve. C'est des choses qui me reviennent comme ça, tu vois, dans cette discussion et qui nous ont fait énormément rire. Tu vois, ce côté drôle, espiègle, etc., rebelle,
pied de nez, tu vois, c'est ça, pied de nez. Et malgré nous, en fait. Ouais, c'est ça, c'est parce qu'il y avait pas, c'était pas calculé en fait. Non, c'était pas calculé. Et c'est incroyable. chouette. C'est chouette parce que ça s'est fait naturellement. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui se sont fait naturellement chez Vroom Vroom. Ouais. Où est-ce que ça en est aujourd'hui et c'est quoi la vision du coup là de Vroom Vroom au moment où on se parle? Ouais, non, mais c'est une bonne question parce que bon, du chemin, on en a fait un paquet. Il y a eu beaucoup d'années. Ce premier associé après s'est retiré. J'ai eu un autre associé, un gros associé, je sais pas si on a le temps d'en parler, qui a mis beaucoup de billes. Ouais. Et donc là, ça a changé aussi. C'est aussi une des raisons pour lesquelles ça a été propulsé, tu vois. Je sais pas si je peux un peu donner j'allais dire le nom de la personne. Tout ce dont tu es à l'aise. Bah, si tu veux, c'est encore, paradoxalement, c'est encore lié à mon premier métier et encore même presque au mal. Il y a toujours ce fil conducteur. C'est qu'en fait, j'ai eu un client qui m'a acheté quelques très jolis mâles, avec lequel il y a eu de l'amitié aussi. Il y a souvent de l'amitié qui se crée avec ces clients-là. Et puis, il avait eu un petit peu vent de ce truc-là, tu vois. Et quand je lui ai dit que j'avais plus d'associés, etc., bah, il m'a dit, écoute, règle tous tes problèmes. Et une fois que c'est réglé, moi, ça m'intéresse. Et en fait, c'était le patron d'Allopneu. Ah oui, ok. Donc, pas une petite affaire, tu vois. Clairement. Monsieur Didier Blaise, un mentor aussi, je dois le dire. Parce qu'on a parlé du père, on parle de la maman aussi. Mais c'est bien aussi d'avoir vu une tierce personne. Et je connais vraiment sa trajectoire. Ça aussi, c'est une trajectoire de dingue. Il n'était pas du tout forcément prédestiné au début à être dans le pneumatique, tu vois. Mais des rencontres, ça c'est vraiment important. C'est vraiment aussi un mot qui revient avec la chance, le culot, tout ça. Mais donc j'ai ce monsieur Didier Blaise qui me tend la main, qui au début me fait comprendre que pour lui c'est compliqué d'avoir un associé. Au final, j'arrive à rester associé. Avec des parts minimes. C'est aussi, il y a aussi une notion de continuer l'aventure et de sauver son bébé aussi. Parce que je le dis pas, mais quand on crée quelque chose, il y a parfois aussi c'est une notion de bébé, tu vois. Parfois c'est presque humain. Ouais. On humanise un peu la société, la boîte, la marque, tu vois. Et donc quand il me tend la main, bah, j'hésite pas, je la saisis. Malgré aussi tout ce que ça comporte comme chose difficile, puisque quand tu es, j'allais dire, à 100% départ, ou à 50 ou à 51%, ce qui était plus ou moins le cas dans le passé, et que tu te retrouves réellement dilué, tu te dis, où est-ce que je vais, quoi, tu vois. C'est parce que quoi? C'est parce que c'est pour des raisons de prise de décision? C'est parce que tu te dis que t'auras pas tout seul t'auras pas tout seul les problèmes que t'auras à deux, des choses comme ça? Ouais, c'est surtout aussi que j'ai, par rapport à l'investissement qu'il y a eu à la base, forcément ça a dilué mes parts, parce que je pouvais pas suivre, tu vois. C'est comme une partie de poker, encore une fois. Tu calls ou tu calls pas, mais là t'as posé beaucoup, là je peux pas suivre, tu vois. Donc il faut accepter. Il y a aussi parfois il faut de l'acceptation aussi, tu vois. Je me suis dit je préfère avoir pas grand chose de beaucoup que tout de rien, tu vois. Je comprends. Tu vois, il y a aussi une notion de balance, d'équilibre. Et encore une fois, sans savoir si la réussite était à la clé ou pas. Mais en tout cas, ça m'a quand même reboosté aussi. À un moment donné, justement, où je venais juste de terminer aussi une histoire avec mon associé. Le premier, parfois, ça peut être lié aussi à l'amitié, presque à l'amour aussi. Hein. Dans le business, quand on a un business avec quelqu'un, on passe des heures et des heures. C'est une relation comme une autre. C'est une relation très importante qui prend beaucoup de place. Tu faut l'accepter. Plus de temps avec ton associé qu'avec ta propre fiancée de l'époque. Exactement. Complètement. Ouais. Complètement. Et ça peut même créer des tensions dans ta vie perso. Ça aussi, les gens, ils doivent le savoir, quoi. Ouais, évidemment. Tu vois. Ouais. Moi, à l'époque, mon premier associé m'avait reproché d'aller voir ma copine le dimanche, tu vois, en me disant faut bosser. Donc moi je lui disais oui, il y a des choix à faire, mais je lui dis si j'ai pas cette soupape de sécurité, lundi je vais vriller. Tu vois. Donc après c'est trouver des concessions aussi. Voilà, j'en parle 2 secondes sur le privé. Ouais, c'est vraiment important en fait de savoir aussi que le perso peut influencer ton pro. Il faut vraiment trouver des concessions avec ton associé. On est encore sur ce truc toujours, même si là, du coup, tu corrèles ça à de la relation humaine, t'es encore sur ce truc de curseur, en fait, à nouveau, tu vois. Ouais, il y a un placement à chaque fois. Ouais. Parfois, le curseur, faut le mettre dans une extrémité, parfois, faut vraiment le mesurer. Mais c'est vrai que c'est important, quand on est entrepreneur, c'est aussi important d'avoir des soupapes de sécurité. Ça peut être un voyage, ça peut se balader quelques heures, voir sa copine, bien sûr. Mais il faut quand même trouver un mini échappatoire. Faut pas fuir, ça c'est important. Mais il faut quand même se trouver quelque chose pour s'évader et se libérer un peu l'esprit, pour revenir regonfler à bloc, tu vois. Ouais. Ça, c'est un truc aussi hyper important, parce qu'on s'essouffle. Même s'il y a des victoires, même si tu es dedans, à un moment donné, tu perds de l'énergie, tu perds de la lucidité aussi. Ouais, j'allais parler de ça, parce que ce que tu dis, ça me fait penser au fait, là, tu parlais des parents tout à l'heure, mais en fait, même plus largement, les gens qui te connaissent bien, les bons amis, les gens avec qui, tu vois, qui savent un peu comment t'es,
eux, ils te renvoient une image que tu n'arrives pas forcément à avoir autrement en fait de toi-même et qui Oui. te font dire ah Oui. ok, là je prends conscience qu'il y a un Ouais, truc. complètement. Et puis aussi de rester dans son cocon, j'allais dire avec ses parents ou ses amis, c'est pas bon non plus. Parce qu'en fait, parfois ils osent pas te froisser aussi. Vous allez rire quand je vais dire ça, mais il y a un côté, ils t'achètent aussi comme quand t'es petit, parce que tu sais pas à qui vendre tes tickets de tombola. Donc tout le monde t'achète tes tickets. Là, je remonte vraiment à la tendre enfance. Mais c'est vrai que c'est important de se confronter au monde extérieur. Tu vois, on parlait des banquiers au début. Après, j'ai eu les clients au marché. Après, bon, il y a eu le début du e-commerce. Puis ce fameux pilote où je suis un peu parti du coq à l'âne, mais Quentin Giordano qui a commencé à nous porter sur la voiture et qui après aussi a intégré le team de Sébastien Loeb. Okay. Donc ça, c'est quand même un truc important dont je t'ai pas parlé tout à l'heure. Mais c'est sûr que quand on a été sous les projecteurs... quand il a été dans le team de Loeb, il y a eu un rallye qui comptait pas pour le championnat, mais le rallye de Champagne, rallye d'Épernay. Et en fait, on a pu mettre un énorme vroom vroom sur la voiture de Sébastien Loeb, qui était hors championnat. Et donc Sébastien Loeb, on a mis vroom vroom sur la caisse de Sébastien Loeb. Déjà, ça, c'est lunaire. Ce qui est fou. Ouais. C'est fou. C'est fou. Mais un énorme, hein. Par Quentin. Par Quentin Giordano. Ouais, donc tu vois, on parle toujours de rencontres, etc. C'est parti de sa maman. On a mis ça sur la voiture de Loeb, on a mis ça sur la voiture de notre pote. Ça avait été quand même plus ou moins filmé aussi en hélico, tu vois. J'ai dû garder une ou deux photos aussi dans mon téléphone. On voyait vraiment le blason en énorme sur le toit de la caisse, tu vois. Plus les petits blasons sur le côté. Même si c'était un rallye off, tu vois, hors championnat, etc. Bon, déjà, j'ai rencontré Sébastien Loeb, donc un idole. Ouais. Donc c'est aussi ça. Vroom Vroom, ça m'a ouvert beaucoup de portes aussi de rencontres, que ce soit des pilotes, des ingénieurs, etc. Tu vois, mais rencontrer Sébastien Loeb, j'osais à peine lui parler. C'est ce que je disais tout à l'heure, et c'est vrai, je suis impressionné par personne. Mais quand même, il y a une force tranquille. Je le voyais aussi parler d'un point de vue technique sur les voitures, etc. J'ai quand même été impressionné par ce mec-là, quoi. C'est quand même un magicien. C'est un magicien, ouais. Et grâce à, puis il n'y en a pas eu 40, quoi. Non. Donc 9 fois champion du monde des rallyes. Et puis il sait tout conduire, quoi. Donc je suis arrivé du haut de mai. Aide-moi, 2014, donc... 86, 2014, si je compte à peu près. Ça fait 28 ans. Je crois que c'est ça, C'est ça, ouais. Bah, j'avais l'impression d'avoir 10 ans, 12 ans. Et encore une fois, pourtant, tu vois, j'ai l'habitude de travailler à Saint-Tropez, des gens connus, j'en ai vu, des stars. Voilà, j'ai vraiment tout vu, tout connu. Et là, je sais pas, le fait que c'est touché l'automobile, le fait d'avoir aussi été introduit par Quentin Giordano auprès de Sébastien Loeb, du coup, j'étais presque dans la caravane tour, tu vois. Ouais. Donc du coup, j'essayais de me faire tout petit. Bon, pour autant, je continue à sourire, à porter ma casquette Vroom Vroom. On s'était fait pour l'occasion un petit blouson qu'on commercialisait pas, tu vois, mais histoire de porter la marque au maximum, d'être visible, comme si on était vraiment un gros sponsor, tu vois. C'était très drôle. Mais ils l'ont fait gentiment. Quentin avait demandé cette faveur à Seb, qui a pas refusé, quoi. Tu vois, c'est encore une fois la gentillesse, le culot, la gentillesse, la chance, les rencontres. Et donc ça nous a propulsé aussi, tu vois. Et ça m'a mis un peu la puce à l'oreille en termes de stratégie, tu vois, parce qu'on n'a pas trop parlé de stratégie. Mais du coup, quand je me suis dit, mais attends, on a réussi à atteindre Sébastien Loeb avec une personne. Et c'est vrai que quand tu fais une école de commerce, on dit que tu peux atteindre n'importe qui, plus ou moins, avec 2 personnes. C'est ça, parfois 3, mais en général, c'est 2. Ouais. Par rapport au réseau, le fameux je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un. Voilà, exactement. Et donc, Loeb, c'était une personne, puis Loeb. Ouais. Incroyable. Je sais, par exemple, un ami de mon père, je ne l'ai jamais fait, mais je sais qu'un ami de mon père était serveur dans un restaurant, hôtel prestigieux à Martha's Vineyard. Il pouvait atteindre n'importe quel, président des États-Unis. Encore une fois, une personne. Et en fait, ce que je me suis dit, en termes de stratégie, je me suis dit, mais pour faire connaître la marque au début, il va falloir que j'aille essayer de taper à la porte de tous les pilotes, tu vois. Alors, j'ai pas fait tous les pilotes, mais j'ai ciblé beaucoup les pilotes français, parfois aussi les gens qui ont découvert je me rappelle qu'il y avait eu aussi un pilote, je crois que c'était de GT3, Mathias Bech. Bon, après, il y a eu le fils j'allais dire Jabouille. Bon, j'ai eu Romain Monti, on a eu Jean-Éric Vergne, Félix Dacosta aussi, André Lautrère qui a porté. Et jusqu'à... Tu les démarchais, comment tu faisais? Pas forcément directement finalement. Parfois, c'était leurs potes qui... Là, on était arrivé au bracelet, notamment par exemple Jean-Éric Vergne, qui donc pilote de Formule E, qui a été en Formule 1, bien sûr. Enfin, je vais pas refaire toute sa rétrospective, mais qui a été aussi très sympathique avec moi. Il y a eu la sympathie. Ils ont porté la marque, je vais pas dire en toute amitié, mais en tout cas en toute gentillesse. Et c'est vrai que une fois que Jean-Éric Vergne l'a porté, il me dit au fait, mon pote André Lautrère, il en voudrait un, quoi. Donc effectivement, tu dis vainqueur au Mans, grand pilote aussi de Formule E, etc. Tu dis go. Après, c'est Dacosta. Et en fait, après, t'es rentré un peu dans le cercle. Donc, il y a quand même eu ça. Et puis, encore une fois, les rencontres avec notamment aussi les gens de la télé, tu vois. Les présentateurs télé, tels que Jean-Pierre Gagic, qui est devenu un ami, bien sûr.
Grégory Galifi aussi, de regretter C8 par rapport au fait que C8 qui continue fermé, tout seul, effectivement. mais qui continue maintenant sur YouTube et qui est devenu aussi un ami. Deux personnalités très différentes, mais que j'affectionne vraiment, vraiment particulièrement et qui m'ont aussi tendu la main. Tu vois. Donc ça a vraiment aidé Vroom Vroom aussi à être propulsé. Parce que là, tu as quand même une notoriété. Quand tu arrives à placer tes vêtements à la télé, qu'on voit un Vroom Vroom, le fameux blason sur l'épaule, ou un Vroomer, ou un Gentleman Driver, les gens tapent sur Internet et il y a une recherche ads qui s'ajoute, etc. Et même quand tu tapes bracelet volant, tu vois, jamais fait de Google Ads et au final ça sort tout seul grâce à ces gens-là, tu vois, et qui deviennent des amis. Et ça c'est chouette aussi. Bah là en termes de cercle, rencontre, business, tout ce que tu veux là en fait c'est complet quoi. Ouais. Non, je trouvais ça important de parler de stratégie aussi parce que j'en ai pas trop parlé et ça a été un des leviers, un des moyens aussi. Mais ça s'est fait aussi naturellement, tu vois. Il y avait le culot, mais c'était de l'opportunisme, j'allais dire bien vu, tu vois. J'ai jamais été forceur. C'est pas dans ma personnalité. Je veux dire, si un mec m'avait dit non, ce qui n'est pas trop arrivé finalement, voire pas arrivé du tout, bah je vais pas être là à insister quoi. Ouais, tu vois. C'est ça, c'est pas grave, tu proposes. Non, c'est pas grave. Voilà, je dispose. À un autre moment peut-être, tu vois. Ouais, bien sûr. Complètement. Mais oui, il n'y a pas ce truc où tu pars dans le allez, hop, quitte à être dans l'anti-vente même, tu vois. Donc, et pour revenir à mon deuxième associé quand même, parce que je sais pas si tu feras un cut ou pas, mais c'est vrai que c'est pas facile non plus quand tu rentres aussi dans un groupe qui a de l'argent, presque c'est pour un entrepreneur, bon là en l'occurrence donc c'était pas mon argent, presque c'est déroutant parce que tu sais pas comment le dépenser et tu sais pas comment bien le dépenser. Ça peut paraître dingue ce que je dis, mais quand t'as pas d'argent, t'es extrêmement débrouillard, t'as énormément d'idées aussi. Et finalement, quand tu as de l'argent, bah, tu te dis, ok, je vais faire une campagne dans la presse écrite, chose que j'ai faite, tu vois. Et je me suis dit, mais comment essayer d'un point de vue stratégique de voir si la campagne a marché, le nombre de clics, le taux de conversion, etc. Et en fait, j'avais eu l'idée de faire un code promo qui était que sur cette presse spécialisée, tu vois. On avait été dans, je crois qu'il y a eu Rétroviseur, il y avait eu Classic and Sports Car France, tu vois. Et on avait réussi à mettre soit la terre de couverture, soit la première page. Et en fait, j'avais réussi à avoir un peu le retour sur investissement. Mais c'est vrai que parfois, t'as des campagnes qui étaient, j'allais dire, des succès. Puis t'en as d'autres où c'était plutôt un échec, tu vois. Donc c'est vrai que quand on te dit, t'as un budget pour faire tel truc, bah c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile à gérer de l'argent qui est pas le tien et où, entre guillemets, je vais pas dire il y en a beaucoup, mais où t'as un vrai budget. Pas facile. Ouais, ça, c'est encore un autre truc. En fait, c'était un peu la dimension que tu voulais un peu éviter au départ, au final. Ouais, bien sûr. Mais par la force des choses, par le fait qu'un premier associé ait changé de cap aussi, enfin, tu te retrouves tout seul aussi. Quand tu as décollé, il y a aussi un truc auquel on ne pense pas toujours, c'est la masse de travail. Tu vois, tu commences seul, après t'es deux, mais à un moment donné, tu décolles et après t'es de nouveau tout seul. Tu récupères tout parce que la masse de travail, si tu veux maintenir, elle change pas. T'as pas l'impression que ça a doublé, t'as l'impression que ça s'est multiplié par 10 ou par 100. Je dormais je dormais plus beaucoup. Puis tu commences à avoir une pression du résultat. Déjà, tu l'avais quand c'était ton propre bébé, mais en plus, quand tu es un petit peu sous l'égide d'un groupe, tu te mets une pression supplémentaire. Parce que là, tu as une obligation de résultat aussi, tu vois. Donc c'est encore un autre monde, tu vois, dans l'entrepreneuriat. C'est pour ça que je parlais de business angel, etc. Au début, je voulais pas ça et par la force des choses, je suis tombé dedans. Bon, après, le positif, j'ai pas pu malheureusement me servir de la base de données de tous les gens de l'Open, etc. Parce que tu sais, il y avait aussi une loi qui était passée. RGPD. Exactement, il y avait tout ça. Donc en fait, ça m'a même pas servi, en tout cas pas sur ce terrain-là. Par contre, je pouvais décider d'avoir un stand plus ou moins sur n'importe quel événement, quoi. Donc j'ai fait le Mont Classique, j'ai fait Rétromobile, j'ai fait Époque Auto. On pouvait dépenser, entre guillemets, sans compter ce qui n'était pas le cas, mais il y avait aussi un retour sur investissement. On a pu aussi produire plus. J'ai élargi ma gamme aussi. Avec plus de trésorerie, tu fais plus de choses. Avec l'argent, tu fais plus de choses quand même. Donc j'avais sorti des sweatshirts, des doudounes, des choses. Au début, on avait vraiment les t-shirts, les casquettes et les bracelets. Tu vois, et j'avais pu étoffer la gamme. Enfin, on a vraiment fait des produits vraiment phares, quoi. Le Sweet Gentleman Driver, enfin, j'en ai écoulé des centaines et des centaines. On avait sorti Youngtimer. Que des noms en fait qui nous parlent à nous bagnolards. Hyper évocateur pour effectivement tous les passionnés. J'avais fait 0 à 100, qui est plus trop
d'actualité, parce que maintenant c'est tellement 0 à 200 ou 0 à 300, mais le 0 à 100 aussi qui était drôle. En fait, là, on arrive sur le côté communauté. Ouais, complètement. Parce que là, je crois que c'est plus l'actualité maintenant. Ouais. Vroom Vroom. Ouais, tu lances un club. Ouais, on a lancé notre club aussi depuis peu là. Ouais. Tu peux en parler un peu ça, pour donner cette dimension plus. Ouais, parce que en fait, si tu veux, on a toujours été une famille sans vraiment, j'allais dire, avoir la carte membre, la carte club qui s'y prête bien. Et en fait, on a vraiment voulu insister sur ce côté famille, hyper important pour nous. J'ai même envie de dire que quasiment, en tout cas au début, beaucoup de mes clients me connaissent en fait. Connaissent un petit peu moins maintenant Wilfried, mon associé actuel, qui a repris les rênes avec moi donc depuis 1 an. On peut en discuter après. Mais c'est vrai que les gens me connaissent. Des fois, les gens me connaissent mon prénom, tu vois. Et moi, je les ai vus qu'une fois sur un événement, un salon, tu vois, ou 2 fois. Et le problème, c'est que de se rappeler de tous les prénoms, alors j'ai plutôt une bonne mémoire là-dessus, mais parfois c'est assez déroutant. Et en fait, ils ont un comportement vraiment de copains, d'amis. Et c'est pour ça qu'en fait, le côté famille, c'était tout trouvé. Donc, on a sorti notre carte Vroom Family, donc qui donne accès. Déjà, il y a WhatsApp privé aussi. Ok. Ah. Donc, donc là, vraiment communauté. Ouais, vraiment communauté. C'est intime. Ok. C'est intime, donc on est en train de lancer des jeux concours uniquement pour les membres, tu vois, sur ces WhatsApp. Plus restreint, voilà, il y a des concours sur les réseaux, sur Insta ou sur Facebook, etc. Mais là, en l'occurrence, le concours qu'on est en train de mettre en place actuellement, c'est en fait la carte, de prendre une photo de la carte devant une voiture ou devant un lieu ou un truc. Et après, on se fait un peu un truc avec les votes, etc. Tu vois. Et ils ont accès aussi à des exclus. Enfin, ils peuvent aussi nous aider dans notre recherche artistique. Donc, quand on commence à faire nos protos, etc., tu vois, on écoute aussi. C'est intéressant aussi puisque c'est consommé par ces gens-là. Ouais. Donc, il y a aussi un côté droit de regard. Même si on a la décision finale, ils ont quand même aussi ce regard sur nos produits. Et bien sûr, évidemment, des avantages, j'allais dire, financiers. Ouais. C'est une adhésion à l'année, il y a quelque chose. Ouais, c'est une carte. Il me semble qu'on a mis 30 €, si je dis pas de bêtises. Et en fait, ils ont même accès, dès le début, il y a aussi un côté prioritaire aussi sur nos sorties. Les derniers bracelets Légende, donc qui reprennent le volant de la Porsche 3 litres 2, et aussi la grille Ferrari. Qui m'est cher, hein. Si on regarde les livres, on n'a pas trop parlé, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de Ferrari et de Lotus. Et si tu veux, ils ont pu l'acheter avant même qu'il soit sur le site, etc., en interne. Ok. Et ça, c'est chouette. Ouais, peut-être vendre privilège un peu. Ouais, exactement, exactement. Et ça, j'espère qu'on arrivera. Donc, il faut venir dans le club, dans la famille. Et c'est vrai que j'espère qu'on comptera de plus en plus de monde dans ce truc-là pour donner une dimension. Et je pense qu'à terme, on fera. Je peux le dire un peu en exclu, mais on fera un rallye Vroom Vroom. Ouais, j'allais dire les événements, parce que tu vois, sûr. ça semble être logique. C'est sûr. Là, on est un peu éparpillé, mais on pourrait se retrouver à un point de rendez-vous central en France. Et partir avec nos caisses, quoi. Ouais, ça c'est un truc. Ça, j'aimerais le développer, le côté événementiel. Paradoxalement, sans faire de marge, sans faire de thunes. C'est vraiment le cœur et l'amitié qui parlent. Ouais, pour que les gens puissent un peu je serais vraiment pas là-dessus, tu vois. Ouais. Bon, faire une marche sur le t-shirt, à un moment donné, c'est le nerf de la guerre, il faut le faire. Mais sur le côté affect, moi, je peux pas le faire. Donc, on en parlait un petit peu à l'heure du déjeuner, mais c'est vrai que l'affect, c'est à la fois une force et une faiblesse. Ouais. Après, effectivement, encore une fois, tu as un curseur à mettre. Ça peut être même une petite participation, juste permettre aussi de rentrer dans les frais. Oui, bien sûr, tout le monde l'entendrait, tu vois. Mais voilà, sans dégager de marge ou de bénéfice. Tu fais une sortie rallye, c'est vrai que nous, on le fait avec les copains, enfin, on le fait tous, les passionnés d'auto qui ont des anciennes, ou pas d'ailleurs, des autos juste qu'ils aiment sortir. Tu as toujours ce petit côté, effectivement, enfin, tu as un petit truc à mettre dehors, on fait un resto, on fait un truc. Ouais, complètement. Et les gens sont très contents de le faire, et c'est trop bien parce que c'est un prétexte, c'est un super prétexte pour, tu parlais de rencontres tout à l'heure, étendre encore plus, tu vois. Ouais, totalement. Et là, tu vas te rendre compte, effectivement, que la communauté, elle est peut-être même plus grosse que tu penses. Ouais, très certainement. Ouais. Non, c'est chouette, Tanguy. Merci, Alexis. Écoute, j'étais ravi de faire cet épisode avec toi, vraiment. Grand plaisir. J'ai trouvé ça hyper intéressant, tout ce que tu as expliqué, ton parcours, les coups durs aussi. J'en ai donné que quelques-uns, mais il y en a beaucoup plus. Mais... Il y a beaucoup de gens qui me disent, tu vois, quand je pense à eux pour un épisode, ils me disent, ouais, mais j'ai pas forcément fait des trucs hyper successful, etc. Donc, toi, c'est le cas. Et on souhaite évidemment à Vroom Vroom que ça aille encore plus loin. Mais justement, je trouve ça presque plus intéressant, les moments un peu où c'est un peu plus dur, parce qu'en fait, c'est là-dedans que les gens se retrouvent plus, tu vois. Il faut avoir la capacité de pas lâcher l'affaire et de rester à la barre, en fait.
Faut vraiment pas fuir. Ouais. Faut pas fuir ses responsabilités, c'est important. Même pendant des moments où... Parfois aussi, tu n'y crois plus, hein. Ça peut arriver aussi, mais il faut s'accrocher. C'est de la résilience. Faut rien lâcher, et là, on est reparti de plus belle donc avec mon ami Wilfried, rencontré donc dans l'univers Lotus. Et là, donc, on redéveloppe toute la gamme des bijoux. On va redévelopper ça. Il y aura toujours une petite gamme vêtements aussi. Mais là, on est vraiment parti sur des bons rails, complètement. On continue de suivre ça de très près. C'est gentil, on les mettra amis. tous les liens, on mettra tout C'est ce qu'il y a à cool. montrer pour montrer Merci, ce que Alexis. vous me faites. Et puis, excellente continuation. C'est un amour. C'était un plaisir, Tanguy. Plaisir partagé. À bientôt. Ciao, Merci à vous. ciao. Ciao.